Europe 1, Régional 2021. Votre soirée électorale sur Europe 1. Wendy Bouchard. Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1. Oui, jusqu'à 22h pour cette soirée électorale qui reste riche de suspense. Quel visage auront nos 13 régions demain ? L'union des gauches sera-t-elle payante ? À quel camp aura profité le petit sursaut de mobilisation en région PACA notamment ? Dans les quartiers généraux, on vous le disait, les candidats sont dans les starting blocks et nous rejoignons nos correspondants dans un petit instant. L'abstention, elle était abyssale dimanche dernier, 67%. Un léger mieux ce soir selon les projections, autour de 65%, mais c'est dit, près de 7 Français sur 10 se seront profondément désintéressés de ces régionales, enjeux pourtant du quotidien, ce qui pose de graves questions pour l'avenir de la citoyenneté. Nous y reviendrons. On vous informe avec les tendances, les résultats, les déclarations politiques. Je recevrai des représentants de chaque formation évidemment et nous partagerons l'analyse des grandes voix d'Europe 1. Bruno Jeudi, Laetitia Krupa, Michael Darmon, Louis Dragnel, Aurélie Herbemont et nos analystes politologues également. Dans un instant, Gaël Slimane. Il est 19h32. Merci de nous rejoindre. On écoute ce soir la France qui vote et celle qui ne vote pas. Europe 1, Régional 2021. Wendy Bouchard. Avec en studio à mes côtés Bruno Jeudi pour Paris Match, Louis Ragnel pour le service politique d'Europe 1, Gaël Slimane, bonsoir à tous pour l'Institut de sondage Odoxa dont vous êtes président. Gaël Slimane, on ne peut donner qu'un chiffre qui a néanmoins son importance et jusqu'à 20h, chers auditeurs, vous le savez, c'est celui de la participation. C'est le chiffre d'ailleurs qui a expliqué les écarts importants, Gaël Slimane, entre les candidats au premier tour et les projections qu'on a dit déjouer des sondeurs sur un très faible niveau de votants. C'est là que s'est jouée toute la différence. Exactement, Wendy. On a des écarts qui étaient, auxquels on n'était pas habitué. On parle beaucoup des sondages qui se trompent tout le temps, mais ça faisait des années qu'on n'avait pas vu ça, en fait. En réalité, depuis 2002 et la présidentielle où Jean-Marie Le Pen s'était qualifié à la surprise générale au second tour, on n'avait pas vu des écarts pareils. Et vous l'avez dit, nos confrères qui ont établi ces intentions de vote au régional l'ont expliqué à juste titre. Quand on a une abstention qui dépasse de 5, 6, 7 points les estimations des tout derniers sondages et que cette abstention, elle est sociologiquement typée, ça veut dire qu'elle concerne surtout des jeunes, des actifs, des catégories populaires, électorat qui vote très largement pour le Rassemblement national, eh bien ça a un impact. Bien sûr. Et quand vous regardez d'ailleurs les toutes dernières intentions de vote, vous observez que l'écart est vertigineux sur le Rassemblement national entre ces derniers sondages et le score qu'il a effectivement réalisé, mais ça, c'est assez propre, si j'ose dire, sur les autres listes. Vous avez une sous-estimation de LR, et donc concrètement, mais légère, et donc concrètement, eh bien, des pans entiers, des catégories sociales entières se sont abstenues, et à Odoxa, on n'a pas fait de sondage sur les régionales, sur les intentions de vote. En revanche, on a essayé de faire des sondages d'opinion sur les perceptions des Français, et notamment sur les causes de l'abstention. Et notre dernière enquête montre quelque chose d'assez intéressant, je crois, c'est qu'on a une abstention structurelle, habituelle, on est habitué malheureusement à avoir un électeur sur 2 qui s'abstient au régional, et à ces causes de l'abstention structurelle que l'on connaît, désintérêt pour la politique, sentiment que son vote ne compte pour rien, que quand on vote non au traité constitutionnel européen, eh bien, tout le monde s'en fiche, en quelque sorte. À cette abstention-là est venue s'ajouter cette fois-ci une abstention plus conjoncturelle, de l'ordre de 16 points, d'électeurs qui nous ont dit « soit je n'ai pas été du tout informé, je ne savais pas qu'il y avait des régionales ce jour-là, soit je n'avais pas reçu les éléments de campagne, soit je sors du Covid et j'avais prévu d'autres plans, si j'ose dire, qui l'ont emporté sur mon envie de voter. » Alors, on va y revenir en région dans un instant, le temps de faire un petit tour au passage au ministère de l'Intérieur. Vous vous trouvez, Laure d'Autriche, pour les chiffres de la participation. Bonsoir, Laure. Bonsoir. Chiffre définitif qui ne sera donné qu'à 20h, donc vous vous basez sur ceux de 17h. C'est exact, Laure, et qu'est-ce que ça donne ? Absolument, et le taux de participation s'élevait à 17h à 27,89%. Un peu plus d'un Français sur 4 donc est allé voter selon ces chiffres de 17h, encore une fois, qui ne sont pas définitifs. C'est une participation très proche de celle du premier tour. À la même heure, on constate une légère hausse aujourd'hui, 1 point de plus par rapport à la semaine dernière. Mais à titre de comparaison, en 2015, au second tour des élections régionales, la participation était de 50% à la même heure, presque 2 fois plus, donc 2
fois plus importante qu'aujourd'hui. Alors si l'on regarde dans le détail, comme la semaine dernière, c'est en Corse qu'on a le plus voté, 48%. Derrière arrive la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec 33% de participation, puis l'Occitanie 31%. C'est dans le Grand Est qu'on a pour l'instant le moins voté, puis arrive l'Île-de-France avec 23%. Un dernier mot enfin pour vous dire qu'il y a 2 régions dans lesquelles on a davantage voté qu'au premier tour, même si c'est assez léger, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Bourgogne-Franche-Comté. Ouais, merci, l'heure d'Autriche. Eh bien, en région PACA, nous rejoignons immédiatement Stéphane Frangy pour Europe 1. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Alors, les électeurs se sont-ils bougés comme le réclamait un des candidats? Manifestement, oui. Dans quel camp, nous le verrons, mais ça a mieux voté, clairement, à cette heure que la semaine passée. Oui, exactement. Déjà, on est au-dessus de la moyenne nationale. Dernier pointage, donc 17h sur l'ensemble de la région, 32,95%. C'est quand même beaucoup moins, bien sûr, qu'en 2015, mais c'est 2,5 points de plus comparé au premier tour. Alors, même s'il y a des disparités au sein de cette région, d'un département à l'autre, dans les Bouches-du-Rhône, on est à 36%, 10 points de moins de participation dans les Alpes-Maritimes, mais on a quand même une hausse à peu près entre 1 point, 3 points d'un département donc à un autre. Voilà, reste à savoir bien sûr à qui va profiter ce petit regain de participation. Renaud Muselier qui est attendu ici à son QG dans le quartier d'affaires d'Euroméditerranée vers 20h. Il ne sait pas encore quand il prendra la parole. Il reste très prudent. Il souhaite attendre des résultats consolidés. En tout cas, on entend déjà ces troupes, les jeunes républicains qui donnent un petit peu de la voix pour se faire entendre. Merci Stéphane Frangy. La semaine dernière, nous entendions les invectives, les injonctions de Marine Le Pen, Louis Dragnel, à ce que ces électeurs sortent de chez eux, se bougent, comme le disait également Sébastien Chenu dans les Hauts-de-France. Alors on verra à qui profite cette mobilisation. Sur le papier, on peut dire que ça peut profiter à ces électeurs-là, mais on n'est pas du tout sûr en fond. Alors, en tout cas, un constat, c'est que tous les leaders de partis politiques, tous les responsables politiques ont appelé massivement à aller voter, alors avec plusieurs nuances. Les formes. Donc Marine Le Pen, effectivement, elle a un peu engueulé ses électeurs. Ça n'a pas été le cas de tous les autres responsables de partis politiques. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on observe aujourd'hui la participation, c'est que l'appel de ces responsables politiques n'a pas été entendu, ça c'est très clair. Et donc ça confirme ce que disait Gaël Slimane tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même cette nouvelle abstention qui est devenue un vote de rejet. En fait, c'est un vote quasiment par conviction, et ça c'est quelque chose de nouveau. Et donc, effectivement, c'est une illustration de plus du clivage, de la défiance des Français à l'égard des politiques. Alors on a vu toute la semaine, il y avait des débats sur est-ce qu'il faut changer le mode de scrutin, est-ce qu'il faut ouvrir les voies électroniques et tout ça. Moi je pense qu'il y a un vrai problème beaucoup plus profond, et d'ailleurs c'est ce qui transparaît dans toutes les enquêtes d'opinion que vous faites et que d'autres instituts font, et qui montre le fait qu'en fait les politiques, selon les Français, ne changent pas leur vie quotidienne, et c'est particulièrement vrai à l'occasion de ces élections régionales qui sont censées être des élections locales. Et puis vous verrez ce soir, on en tirera tous des enseignements nationaux. Donc je pense que voilà, c'est toute la classe politique qui va devoir se remettre en question, d'autant plus que en fait on va avoir affaire à des grands élus, parce que les régions ont quand même des pouvoirs très importants, des budgets considérables, des grands élus avec très peu de voix. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau, et en termes de légitimité démocratique, en termes de crédibilité, forcément ça posera de nouvelles questions qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on verra jusqu'à la présidentielle. Ils devront se positionner clairement dans un sentiment de confiance, Bruno Jeudi, pour gagner en tout cas cette légitimité morale. Et pas dans les urnes, forcément. Oui, ce sera une difficulté, comme ça l'avait été l'année dernière lors des municipales. Il faut rappeler qu'au deuxième tour des municipales, il y avait une participation qui était extrêmement faible, alors qu'on pouvait expliquer en partie, et c'était l'explication sans doute principale évidemment, nous étions davantage encore dans la crise sanitaire que nous sommes aujourd'hui. Et à l'époque, on avait peut-être passé un peu vite sur cette faible participation qui était exceptionnelle pour des municipales, alors que les municipales sont, avec la présidentielle, les 2 grands rendez-vous électoraux auxquels les Français aiment participer. On le sait, pour les départementales et les régionales, c'est le scrutin mal aimé depuis qu'il existe, c'est-à-dire depuis la fin des années 80. Et au fond, même si en 2015, on avait flirté avec les 50% de participation, et c'était un peu en hausse par rapport au rendez-vous précédent sur le même scrutin,
ce scrutin n'attire pas les foules. Alors, pourtant, il y avait des enjeux, il y a des personnalités. Il y a des enjeux, énormes. C'est un scrutin qui a son importance parce qu'il impacte aussi nos vies quotidiennes, sur les transports, sur la formation, sur les lycées, on le sait. Mais pour autant, les Français aujourd'hui se comportent de plus en plus avec ce clivage entre élection nationale et élection locale. C'est un fait nouveau qui est en train de s'accentuer et qui, à mon avis, s'est sans doute accentué ces dernières années, peut-être même avec la crise sanitaire, où on voit que le président de la République avait pour beaucoup de Français la possibilité de nous libérer ou de nous enfermer. Donc il y a un petit côté, au fond, l'élection reine, maintenant c'est la présidentielle et je vais me déplacer tous les 5 ans pour voter pour le président de la République parce que c'est un peu le moment où je garde le patron, où je change le patron, quoi. Pourtant, en jeu, on le disait, personnalité, notamment dans les Hauts-de-France, où nous vous retrouvons Lionel Gougelot. Bonsoir Lionel. Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Alors sur la participation, y a-t-il eu un petit sursaut également dans cette région ? La réponse est non, Wendy, tout simplement. On constate en fait une participation quasiment identique à celle de dimanche dernier ici dans les Hauts-de-France. 27,4% des électeurs se sont déplacés aux urnes. C'est tout simplement 2 fois moins qu'en 2015. Désertion des électeurs confirmée dans une grande ville comme Lille où moins de 25% des inscrits se sont déplacés dans les bureaux de vote. Et c'est encore sans doute la ville de Roubaix qui pourrait détenir le record de l'abstention ici dans les Hauts-de-France avec 17% seulement des électeurs concernés par cette élection. Alors ici, au QG de Xavier Bertrand à Saint-Quentin où je me trouve, on nous indique que le président de la région Hauts-de-France sera, comme dimanche dernier, l'un des tout premiers, sinon le premier candidat à réagir aux résultats. Une courte déclaration sur le coup de 20h04, me dit-on. C'est très précis, vous voyez. Cette fois ici, au cœur de ce palais de Fervaques, là où même Xavier Bertrand avait vécu sa victoire en 2015, il devrait y avoir quelques sympathisants invités à vivre cette soirée électorale. Alors, vous l'imaginez, l'équipe du candidat prend actuellement connaissance des premières estimations, des résultats qui seront observés à la loupe pour l'agenda politique de Xavier Bertrand qui a transformé cette élection régionale en une sorte de primaire pour la présidentielle de l'an prochain puisqu'il a conditionné, vous le savez, sa candidature à l'Elysée à sa victoire ici dans les Hauts-de-France. Bon, rendez-vous dès 20h pour les résultats, les premières tendances et quelques résultats définitifs et 20h04 donc pour cette déclaration à Saint-Quentin au siège du QG de Xavier Bertrand. Vous trouvez, Lionel Gougelot. On fait une petite pause et on se retrouve, nous irons notamment à Paris autour de Valérie Pécresse. Maud Descamps nous attend en Bourgogne et en région Auvergne-Rhône-Alpes. À tout de suite. Régional 2021, votre soirée électorale sur Europe 1. Wendy Bouchard. Jusqu'à 22h, merci d'être à l'écoute d'Europe 1. Alors que la semaine de mobilisation entre les deux tours a été très courte pour les différents candidats, Lord d'Autriche nous donnait les chiffres affinés de la participation, autour de 28%. Un Français sur 4 seulement est donc allé voter aujourd'hui. On poursuit notre tour de France avant les analyses et le partage d'opinion de nos grandes voix, de nos experts. On ne pourra vous donner les résultats, les premières tendances qu'à 20h. Bonsoir Maud Descamps. Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Vous êtes à Paris au QG de Valérie Pécresse. Alors d'abord, comment on a voté en Ile-de-France ? C'était très très faible à la mi-journée, autour de 8% contre 12% au niveau national. Ça va mieux ? Eh bien écoutez, une très légère hausse par rapport au premier tour, 1,7 point de plus précisément, avec un taux de participation donc de 23,67%. On reste quand même très nettement en dessous de la moyenne nationale. Alors est-ce que ce léger sursaut des électeurs fera la différence pour Valérie Pécresse ? Eh bien nous le saurons évidemment après 20h. Je vous rappelle que la présidente de la région Île-de-France, candidate à sa succession, est arrivée très largement en tête au premier tour, devant le candidat du Rassemblement national, Jordan Bardella, et devant l'alliance des 3 listes de gauche menée pour ce second tour par l'écologiste Julien Bayou. Alors Valérie Pécresse est arrivée ici dans ses bureaux de la rue de Turin dans le 8e arrondissement il y a maintenant un peu plus d'une heure. Ici pas de rassemblement, pas de militants, une ambiance donc très très calme et un enjeu de taille pour Valérie Pécresse qui avait annoncé qu'elle arrêterait sa carrière politique si elle n'était pas réélue. Stop ou encore la réponse peut être dans moins d'une heure. Merci Maud Descamps. Oui, des enjeux, c'est vrai que certains candidats avaient adossé leur participation, leur candidature à des enjeux nationaux, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand notamment, Gaël Slimane, ce qui aurait pu justement fédérer un peu davantage. On verra si c'est le cas pour ce deuxième tour. Oui, c'est vrai que c'est régional, constitué, et c'est pour ça que cette abstention est assez folle, parce qu'elle constituait un enjeu comme sans doute jamais elles n'ont représenté un enjeu pareil sur le plan national. Vous aviez les 3 principales, allez on va dire les 2, puisque Laurent Wauquiez partait avec pas mal de retard, les 2 principales figures de la droite, les plus capables potentiellement de venir concurrencer Emmanuel Macron, qui s'était mis un maximum de pression, qui se présentait, donc Valérie Pécresse en région Île-de-France et Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France,
en brûlant leur vaisseau et en disant en quelque sorte, si les électeurs ne me font pas confiance dans ma région, la politique c'est terminé pour moi et toute la bataille présidentielle qui pouvait s'ensuivre c'est terminé. Et d'ailleurs, dans nos enquêtes à 2 mois ou encore 1 mois des élections régionales, alors le niveau d'intérêt était faible, mais pour les régionales il est toujours très faible, mais il était plutôt moins faible que celui qu'on mesurait au même moment pour les dernières régionales de 2015. Il y a bien eu un énorme défaut d'information, de campagne, d'intérêt, et dans ce que nous ont dit les sondés dans les différentes enquêtes qu'on a pu faire, il y a eu de la déception par rapport à des enjeux qui, à leurs yeux, n'étaient pas au rendez-vous. Et il faut bien le dire, on va parler de PACA tout à l'heure, oui, par rapport à ce qu'ils ont assimilé, eux, à de la cuisine politicienne. Ce qui est intéressant aussi, Louis Dragnel, c'est que Emmanuel Macron se défend aujourd'hui d'avoir voulu nationaliser ses élections, alors qu'il n'a eu de cesse de le faire en envoyant un certain nombre de ses ministres. Comment comprendre ce double discours, ce double positionnement peut-être ? Ça c'est très macronien, c'est-à-dire qu'il se défend de choses qu'il promeut ou défend. Donc effectivement, il y a un vrai paradoxe. Emmanuel Macron a voulu nationaliser le scrutin pour une seule raison, c'est parce que La République En Marche était assez peu implantée et c'était le meilleur moyen de créer un électrochoc, de se faire connaître dans les différentes régions. Effectivement, il a envoyé des bataillons de ministres, il y avait 15 ministres qui étaient candidats, avec les résultats qu'on connaît notamment dans les Hauts-de-France, où c'est un symbole d'un échec cuisant, où il y avait le poids lourd Éric Dupond-Moretti qui avait été envoyé justement pour essayer d'aller mordiller les chevilles de Xavier Bertrand. Ça n'a pas fonctionné puisque la liste a été balayée dès le premier tour. Et donc, pour Emmanuel Macron aussi, tout l'enjeu, il savait que ces élections allaient être très difficiles. Nationaliser le scrutin pour une autre raison, c'est parce que ça permet aussi de l'enjamber plus facilement. Dès demain, il sera à Douai d'ailleurs, où il sera face à Xavier Bertrand, qui l'accueillera sur ces terres. N'y voyez aucune concordance. Comment ? N'y voyez aucune concordance d'esprit. Oui. Non, mais quand même, en tout cas, faut le faire. pour Emmanuel Macron, tout l'enjeu, c'est il l'a nationalisé et il passe à autre chose. La séquence la semaine prochaine est consacrée à la relance, le sommet de Choose France qui a lieu à Versailles. Oui. Et donc Emmanuel Macron va essayer de continuer comme ça. Et la dernière chose, et je termine par là, c'est que pour Emmanuel Macron, et plusieurs personnes à l'Élysée nous racontaient ça ces derniers jours, en fait, dans la mesure où l'abstention était très importante, eh bien, ce scrutin n'a pas beaucoup d'intérêt, n'a pas beaucoup de valeur à ses yeux. Mais il est quand même sur les terres de Xavier Bertrand demain. Je vous donne la parole juste après Bruno Jeudi, si vous voulez bien. On va en Bourgogne-Franche-Comté vous retrouver Mélina Fachin. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la participation dans cette région, Mélina ? Eh bien, le taux de participation est un peu plus élevé qu'au niveau national ici, mais il reste bas, 31% à 17h. C'est 2,5 points de plus qu'au premier tour. Mais à titre de comparaison, en 2015, 52% des électeurs s'étaient rendus aux urnes au second tour des régionales. Ici, il y a 4 candidats qui se sont maintenus. La présidente socialiste sortante, Marie-Guide Dufay, qui a déjoué les pronostics la semaine dernière. Elle est arrivée en tête au premier tour avec plus de 26% des voix. Elle a fusionné avec la liste de la candidate d'Europe Écologie Les Verts qui avait fait 10%. Deuxième candidat en lice ce soir, Julien Oudoul pour le Rassemblement national. Il n'était qu'à 3 points de Marie-Guide Dufay au premier tour, 23%. Donc il espère créer la surprise ce soir. On verra ça d'ici un quart d'heure. Le vice-président des Républicains, Gilles Plattret, est arrivé 3e la semaine dernière avec 21% des scrutins. Et puis le candidat de la République En Marche, Denis Thuriot, s'est maintenu. Il a fait 11% au premier tour. Merci Mélina. Bruno Jeudi, vous vouliez poursuivre la discussion avec Louis Dragnel. À la suite de ce que vient de dire Louis Dragnel, je crois effectivement qu'il faut être prudent parce que je trouve qu'il y a vraiment maintenant cette espèce de dichotomie entre les scrutins locaux et les scrutins nationaux. J'allais dire a fortiori avec des scrutins locaux où pour les 2 derniers, on est sur des participations vraiment désespérantes et folles, pour reprendre le mot de Gaël Slimane. On peut vraiment dire ça. Je veux dire, à 35% de participation sur un deuxième tour, alors que toute la semaine, toute la classe politique, tous les hommes politiques et femmes politiques de ce pays ont appelé à voter sur tous les tons, certains très acrimonieux, on se souvient de Marine Le Pen, d'autres essayant de séduire, d'essayer l'ancien monde, ça rappelle l'ancien monde, le nouveau monde était un peu spectateur de tout ça, donc eux ils sont restés tranquilles, mais bon, il faut rester prudent. Quant au président de la République, je pense qu'il ne pourra pas se contenter de Choose France cette semaine pour enjamber ce désastre démocratique que constitue la participation au premier et deuxième tour. Et bien sûr qu'à un moment ou à un autre, il va tirer les leçons,
que fera-t-il ? Est-ce qu'il enverra des signaux vers l'électorat de gauche ? Qu'est-ce qu'il enverra des signaux vers l'électorat de droite ? Est-ce qu'il fera cette réforme qui était dans son programme, c'est-à-dire le vote électronique ? Tout ça ne réglera pas tout le problème posé par cette abstention, mais il faudra bien faire quelque chose. Et je sais que le président de la République, lorsqu'il a donné quelques éléments à son porte-parole Gabriel Attal dimanche dernier, avant de se rendre sur les plateaux de télévision, il lui a soufflé cette expression d'abstention abyssale et il lui a dit « c'est trop tôt pour en parler, mais bien sûr que je tirerai les leçons de ce scrutin ». En tout cas, le couple Emmanuel et Brigitte Macron ont voté ce matin au Touquet, secret de l'isoloir, mais a priori, ils ont dû voter Xavier Bertrand. C'est un peu l'ironie du sort. Voter, c'est simple et c'est important, disait en substance Édouard Philippe dans un message envoyé aussi sur Twitter. C'est simple, mais pas si évident. On va aller dans un instant en Auvergne-Rhône-Alpes et dans les Pays de la Loire sur Europe 1 tout de suite. Régional 2021, votre soirée électorale sur Europe 1. Wendy Bouchard. Avec les premiers résultats que nous serons en mesure de vous donner à 20h, c'est-à-dire dans 5 minutes, on continue notre tour de France, l'ambiance dans les QG et le niveau de participation. Nous sommes avec vous, Jean-Luc Boujon, chez Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Les électeurs se sont-ils mobilisés ? Alors, il y a un petit sursaut d'à peu près 2 points ici, mais qui n'est pas massif. Et ici, chez Laurent Wauquiez, on sent une ambiance assez sereine. Tout le monde est en train d'arriver, donc c'est assez serein, assez souriant. On verra ce qu'il en sera dans quelques minutes. En tout cas, Laurent Wauquiez a prévu de parler assez rapidement, entre 20h et 20h30, peut-être assez près de 20h. On l'attend à ce moment-là. Il faut dire que le président sortant des Républicains est l'ultra favori de cette triangulaire. Après son score écrasant du premier tour, quasiment 44% des voix dimanche dernier. Il sait que le salut de ses adversaires, 2 femmes, l'écologiste Fabienne Grébert et la socialiste Najat Vallaud-Belkacem, qui mènent la liste d'Union de la gauche, passera par ce sursaut de la participation. Or, comme je vous le disais, ce n'est pas vraiment ce qui est en train de se passer, même si on a une petite progression. Donc pour l'emporter, la gauche devra faire le plein des votes qui, il y a une semaine, s'était porté sur Bruno Bonnell, le candidat à La République En Marche, qui n'a pas pu se maintenir, mais qui n'a pas non plus donné de consigne de vote. Et puis on jettera un œil aussi sur le score du Rassemblement National, très décevant au premier tour, 12%, alors que les sondages lui donnaient 10 points de plus. On verra si le candidat RN, Andréa Cotarac, a réussi, lui, à remobiliser les électeurs RN entre les 2 tours. Merci Jean-Luc Boujon. Donc à 5 minutes des résultats, plus trop de suspense pour la liste de Laurent Wauquiez qui pourrait, de fait, s'il est réélu, on verra ce qu'il en est des autres présidents, candidats sortants, se propulser lui aussi vers l'objectif 2022, Gaël Sliman. Exactement. Le résultat du premier tour, pour ne parler que de celui-ci, est tellement écrasant, votre sujet l'a bien montré, en faveur de Laurent Wauquiez, qu'il aura incontestablement une belle élection, une belle réélection, et que ça lui permet de se projeter dans le combat, dans le match. C'était un duel en fait entre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, un duel qui se jouait à droite pour être le favori venant défier Emmanuel Macron à la présidentielle. Et ben, ce sera une triangulaire, si j'ose dire, puisque avec son score, Laurent Wauquiez, qui était un petit peu ostracisé dans l'opinion, qui avait du mal à redécoller, eh bien on le voit reprendre des couleurs, et il va certainement en reprendre encore davantage en étant bien réélu dans sa région. On va à l'ouest maintenant avec vous, Charles Guyard, pour Europe 1 dans les Pays de la Loire, avec un second tour compliqué pour le coup pour la présidente sortante. Charles Guyard. Bonsoir. Wendy, effectivement compliqué parce que Christelle Morancé de la République, des Républicains, avait affaire à une coalition de listes de gauche, Mathieu Orphelin et Guillaume Garot qui ont fusionné, et c'est Mathieu Orphelin qui emmène cette liste de gauche composée d'Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, le PS et le PC. Christelle Morancé, candidate et présidente sortante, qui mène néanmoins sa première campagne puisqu'elle avait pris le fauteuil de Bruno Retailleau qui, pour le non-cumul des mandats, avait dû lui céder la place de présidente de région. La participation à 17h de 27,31%, légèrement en dessous de la moyenne nationale. On peut néanmoins y voir une petite étincelle républicaine puisque la semaine dernière, elle n'était qu'à 26,78%. Cependant, ici, l'ambiance, elle est très sereine. Christelle Morancé qui a déjà prévu de prendre la parole à Words. Charles Guyard, dans les Pays de Loire, je vous rappelle que les Républicains sont arrivés largement en tête au premier tour, 28%, devant le Rassemblement National, lui, en net recul à 19%, c'était environ 27% des voix en 2015. Alors, on vous retrouve à Nanterre, Claudia Bertram, quelle est l'ambiance justement au siège du Rassemblement National dans l'attente des résultats de ce second tour, Claudia ?
Eh bien, ici, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, est arrivée aux alentours de 18h. Elle est rentrée en région parisienne après avoir voté ce matin dans son fief d'Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. Alors, on ne l'a pas encore vue. Elle est dans son bureau à l'échange avec la direction du parti, avec ses conseillers. C'est ici aussi au siège que Jordan Bardella, le numéro 2 du parti, est candidat en Ile-de-France. C'est ici qu'il s'exprimera ce soir. Quelques candidats de sa liste et des militants sont également présents ici au siège du RN. Le RN qui a vécu un premier tour en deçà de ses espoirs avec un recul de 9 points au premier tour dimanche dernier par rapport aux précédentes régionales. Résultat, le RN est arrivé en tête dans une seule région contre 6 en 2015. Alors Marine Le Pen prendra la parole dans la soirée. On ne sait pas encore exactement quand. On nous indique que ce ne sera pas avant d'avoir les résultats définitifs en PACA. Merci Claudia Bertram. Si vous nous rejoignez, il est 20h dans quelques secondes. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Nous sommes ensemble pour cette soirée électorale. Europe 1, Régional 2021. Votre soirée électorale sur Europe 1. Wendy Bouchard. Il est 20h, tous les bureaux de vote étant désormais fermés, nous pouvons vous donner les premiers résultats qui nous parviennent des différents instituts de sondage. Et je vais commencer avec les régions les plus scrutées depuis plusieurs semaines et ces dernières heures. Dans les Hauts-de-France, c'est Xavier Bertrand qui s'impose, qui l'emporte et qui retrouve sa région avec 54% des voix, très loin devant Sébastien Chenu à 25% des voix. En région PACA, Renaud Muselier, le président sortant, est réélu, 57% des voix, contre Thierry Mariani avec 43% des voix. En Auvergne-Rhône-Alpes, nous en parlions, réélection confortable pour Laurent Wauquiez, 54,6% des voix devant Fabienne Grébert pour l'Union des gauches à 33%. Dans les Pays de la Loire, l'ambiance était sereine. Eh bien, elle avait raison, Christelle Morançais, finalement, la présidente LR sortante, réélue à 46% des voix devant la coalition des gauches, Mathieu Orphelin, 34%. Le ancien ministre François de Rugy est à 8%. Pour La République en marche, Nouvelle-Aquitaine, le président Alain Rousset, le président socialiste, récupère sa région, de nouveau 39% des voix devant le RN à 19%. En région Bretagne, c'est là aussi le président sortant qui s'impose, Loïc Chenet-Girard, avec 30% des voix, 15 points devant Thierry Breulot pour La République en marche. Dans le Grand Est, Jean Rotner est lui aussi réélu avec 39% des voix devant Laurent Jacobelli du RN à 27%. En Corse, c'est Gilles Simeoni qui s'impose à 40% des voix devant Laurent Marcangeli pour le LR. Et puis en région Occitanie, ce sont les résultats que je peux vous communiquer à l'instant, 58,5% des voix pour la présidente sortante, Carole Delga. Si je ne m'abuse, nous avons fait le tour exhaustif et Bruno, jeudi, Louis Dragnel, ce qu'on peut dire, c'est que 100% des présidents sortants sont réélus. Bruno ? Écoutez, sous réserve d'avoir des estimations encore plus précises pour l'Île-de-France, on se dirige vers un constat simple et inédit à ma connaissance. J'ai quelques élections régionales derrière moi, c'est-à-dire que 100% des sortants pourraient être réélus. Ce qui, évidemment, ajoute une caractéristique supplémentaire à ce scrutin qui aura été hors norme jusqu'au bout. Merci Bruno. Xavier Bertrand va s'exprimer dans quelques instants. Il l'avait dit, 20h04, il est 20h02. Est-ce qu'on a le temps d'aller chez Renaud Muselier ? Et non, il est là, Xavier Bertrand. 20h02, président donc, réélu dans la région des Hauts-de-France. Se battre pour vous, c'était son slogan. Je veux vous dire merci. Merci. Merci vraiment. L'histoire retiendra que par 2 fois, ici, sur la terre des Hauts-de-France, fidèle à une certaine idée de la France, le Front National a été arrêté et nous l'avons fait fortement reculer. Cette victoire, c'est d'abord la vôtre. Une victoire qui nous impose plus de devoirs qu'elle ne crée de droits. Le devoir de servir, de continuer à se battre dès demain pour tous les habitants des Hauts-de-France. Ce soir, je veux m'adresser directement à cette France que l'on refuse de voir, que l'on refuse d'entendre et qui s'est abstenue ces 2 dimanches. C'est le cri du cœur de la France qui chaque jour travaille et qui pourtant n'arrive plus à joindre les 2 bouts. C'est le cri de la France à qui l'on demande toujours plus d'efforts et qui ne reçoit en retour
que mépris ou indifférence. C'est le cri de la France qui respecte les règles et qui voit que partout, on piétine impunément la loi. C'est le cri de la France qui compte chaque euro pour boucler ses fins de mois et qui ne comprend pas comment on peut être à la fois le pays où l'on paye le plus d'impôts et où les services publics s'effondrent. D'ici, de cette région où l'on sait le prix de l'effort et du travail, c'est à vous, vous les silencieux, les invisibles, les oubliés, que je m'adresse aussi. Plus que jamais, je crois qu'il n'y a pas de fatalité, que la politique n'est pas morte, qu'elle peut rendre la vie meilleure. Les Hauts-de-France m'ont fait l'honneur de m'accorder à nouveau leur confiance. Durant cette campagne, je vous ai dit la vérité. J'ai été clair, sans rien vous cacher de mes intentions. Ce résultat me donne la force d'aller à la rencontre de tous les Français. Xavier Bertrand, réélu dans les Hauts-de-France avec 54% des voix, bien loin devant le candidat du Rassemblement national, Sébastien Chenu. Et je vais vous faire réagir immédiatement. Bonsoir Valorant de Saint-Just. Vous qui représentez en studio ici le Rassemblement national, vous êtes colistier de Jordan Bardella d'ailleurs dans les Hauts-de-Seine. Il y avait un enjeu évident pour le Rassemblement national sur cette terre des Hauts-de-France. Cette France oubliée, cette France qui s'abstient, elle n'est pas aller à la rencontre de votre candidat. C'est votre déception et votre échec ce soir ? Ce n'est pas un échec, mais c'est une déception. Je pense que malgré tous les efforts que les commentateurs, les journalistes et un certain nombre de politiciens feront, je pense qu'on ne peut tirer aucun enseignement de ce scrutin. Le seul enseignement qu'on peut en tirer, c'est le taux d'abstention, qui est de près de 70%, ça peut-être près de 70% ou 70% en Île-de-France. C'est absolument dramatique. C'est la première fois que l'on voit ça à une telle échelle. Vous disiez tout à l'heure que 100% des présidents sortants seraient réélus. C'est à cause ou grâce à l'abstention. C'est donc, si vous voulez, les municipales nous ont été volées à cause de la décision du gouvernement de maintenir notamment le premier tour en pleine épidémie. Cette élection-là aussi... Vous ne voulez tirer aucun enseignement, mais moi je vous donne un chiffre quand même. Au second tour en 2015, Marine Le Pen réunissait 42% des votants, 57% pour Xavier Bertrand, Sébastien Chenu est à 25% aujourd'hui. Donc c'est un échec manifeste de votre liste. Nous savons très bien que cette abstention touche en premier lieu nos électeurs. Et je prétends, j'ai peut-être tort, mais moi c'est ma thèse, je prétends que la cause principale de cette abstention, c'est le dégoût qu'ont. Le Monde titrait cette semaine la France indifférente. C'est pas la France indifférente, c'est la France dégoûtée. Les électeurs sont dégoûtés de la trahison des prétendues élites. Et ils l'ont manifesté, et plus encore dans nos rangs qu'ailleurs, par leur abstention. Oui. Et c'est ça qui est très très lourd pour l'avenir de la démocratie française. Merci. On va aller d'ailleurs dans une autre région et je vous ferai réagir. Bonsoir Maud Bréjon pour La République En Marche qui captait les attentions, les regards. C'est en région Provence-Alpes-Côte d'Azur où ce sursaut, cette mobilisation un petit peu supérieure à celle de dimanche dernier a bénéficié à Renaud Muselier. Les électeurs de Renaud Muselier se sont mobilisés. Stéphane Frangy, vous qui êtes à ses côtés. Oui, alors même s'il va arriver d'un instant à l'autre, mais là vraiment on vient de vivre une grande scène d'émotion dans les salons donc du QG de Muselier où vraiment les militants étaient réunis en nombre, ils s'étaient massés devant la télévision, vraiment des cris de joie à l'annonce des premières tendances, cette avance confortable pour Renaud Muselier, plus 6 points, plus 7 points, voilà, selon les instituts de sondage. On a vu des longues embrassades, les militants qui se sont étreints, il y avait pas mal de tension, on l'avait senti quand même avant d'arriver, avant ces résultats, cette campagne qui a été très dure, ils nous l'ont dit, ces militants, et on sent la pression qui redescend sensiblement, beaucoup d'excitation encore puisque effectivement Renaud Muselier est attendu d'une seconde à l'autre, tous les militants sont dehors, ils guettent l'arrivée de leur candidat. Merci beaucoup Stéphane. Maud Bréjon est avec nous, porte-parole du parti La République En Marche, vous qui êtes candidate à ces élections en Île-de-France. On attend les résultats, c'est un peu plus long à dépouiller. Maud Bréjon, d'abord un mot sur la situation en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous dites ouf ? Écoutez, moi je me réjouis de ce résultat. C'est avant tout l'accord
que Renaud Muselier, que Christian Estrosi, qu'Hubert Falco, à passer avec la majorité présidentielle, qui permet que pour les 5-6 ans à venir, cette magnifique région ne soit pas dirigée par l'extrême droite. Et donc, c'est une vraie victoire. Et maintenant qu'effectivement on dit ouf, je le dis, les Républicains ont eu, lors de ces dernières semaines, de ces derniers mois, un comportement absolument irresponsable. En refusant de faire barrage à l'extrême droite, certains ont mis des semaines avant d'apporter leur soutien à Renaud Muselier. C'est le cas par exemple d'Éric Ciotti. D'autres ne l'ont jamais fait. C'est le cas par exemple de Nadine Morano. Maintenant, les électeurs ont fait leur choix. Je me réjouis que ce rassemblement ait réussi. Et finalement, c'est peut-être ce que je retiens de cette région, de ces résultats-là. C'est que le rassemblement, c'est ce qui marche, c'est ce qui fait reculer l'extrême droite. Et encore une fois, j'en suis très heureuse ce soir. En tout cas, la droite est sauve au niveau national, 38% des voix. Monsieur Muselier est réélu. Très bien devant pour lui. 20% pour le Rassemblement national. Il a conservé sa place, il a conservé son fauteuil et il va diriger cette région pendant 5 ou 6 ans. Qu'est-ce que ça résout? Il est élu par un conglomérat que les électeurs ne comprennent pas d'ailleurs. Ils ne savent pas qu'ils ont validé, manifestement. Qui a pu se masser autour de Renaud Muselier uniquement pour qu'il puisse conserver sa place. Parce que c'est ça en réalité qui s'est passé. On poursuit ce petit tour de France avec d'autres résultats qui nous parviennent. En région Normandie, c'est le candidat président sortant Hervé Morin qui reste à son poste, 44% devant Nicolas Bay, candidat du RN, à 20%. En Centre-Val de Loire, le président sortant, là aussi reconduit, François Bonneau. Il avait fusionné avec les listes Europe Écologie Les Verts, 38% devant le candidat du RN à 22%. Et en Bourgogne-Franche-Comté, Madame Dufay, présidente sortante, garde également sa région, 42% devant Julien Audoul pour le RN, 23%. On va vous retrouver, Aurélie Herbomont, tout au long de cette soirée, d'ailleurs, au siège des Républicains à Paris. On va revenir sur l'état des forces, si j'ose dire, en suffrage exprimé. La droite qui réunit 38% des voix devant la gauche et les écologistes à 34% et le Rassemblement national à 20%. C'est donc une victoire pour les Républicains ce soir, Aurélie Herbemont. C'est en tout cas une très bonne soirée pour la droite, sous réserve des résultats de l'Île-de-France qu'on aura plus tard dans la soirée. Mais la droite, a priori, comme tous les sortants, devrait normalement garder ces régions. Et ça, évidemment, eh bien, LR et leurs amis veulent y voir le signe que la droite est dans le match pour la présidentielle de 2022, ce qui n'était pas évident ces dernières années. On se souvient évidemment du naufrage de la présidentielle de 2017, du fiasco des européennes en 2019. LR avait fait, souvenez-vous, un peu plus de 8% à ce moment-là. Oui. Donc ce soir, la droite peut avoir le sourire, mais peut-être que c'est aussi le début des ennuis qui va commencer. Parce que, on le note ce soir, on va regarder particulièrement 2 régions pour l'instant. Xavier Bertrand est réélu facilement dans les Hauts-de-France. Son aventure pour la présidentielle va donc pouvoir continuer, puisqu'il en avait fait la condition sine qua non. Il relègue le RN 30 points derrière, ça c'est très important. Et puis d'ailleurs, il a terminé son intervention en disant que ce résultat lui donnait la force d'aller à la rencontre de tous les Français. Sauf qu'il y aura peut-être d'autres candidats qui pourraient se réveiller après les résultats de ce soir. Au hasard, mes yeux vont se tourner vers la région Auvergne-Rhône-Alpes. D'ailleurs, Laurent Wauquiez, qui est réélu aussi ce soir, fait à peu près le même score, autour de 53%, ça va s'affiner dans la soirée, que Xavier Bertrand. Donc, en tout cas, ça ne pourra pas se jouer à celui qui aura fait le plus gros score. Mais en tout cas, ça peut donner de l'appétit à un Laurent Wauquiez qui, lui, relègue le RN 40 points derrière. C'est-à-dire que les candidats de droite, non seulement maintiennent leur position, mais relèguent le RN à des scores vraiment assez faibles, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis on attendra évidemment ce qui se passe en Île-de-France, parce que peut-être que si ça se passe bien aussi pour Valérie Pécresse, elle pourrait avoir des fourmis dans les jambes pour 2022. Bien sûr, alors auréolés de ces bons résultats, les Républicains ne pourront pas faire l'économie de toute façon d'une réflexion sur l'état des troupes, d'une recomposition aussi politique, Louis Dragnel et Bruno Jeudi. Alors ça fait longtemps que les Républicains réfléchissent à la manière avec laquelle il faut sélectionner effectivement le candidat pour la présidentielle, et on voit que c'est très compliqué, il change de méthode un peu tous les 3 mois, mais effectivement Aurélie Herbemont a pointé 2 sujets qui sont très importants à partir de demain. Le premier, c'est les 3 candidats que Aurélie a cités, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse vont tous regarder le score de l'autre et savoir qui a fait le meilleur score. Et ensuite il y aura un deuxième chiffre qui sera regardé, c'est qui a le plus fait reculer le Rassemblement national dans les régions. En tout cas, à droite, c'est comme ça que
c'est la réflexion, en tout cas, on est là. Qui est le meilleur bouclier, meilleur rempart contre le RN? Bruno Jeudi, vous dites ça face à Valente Saint-Just ce soir. Bien sûr, mais on va regarder ça. Mais si on se dit les choses un peu plus brutalement, on sait qu'ils passent une bonne soirée, les Républicains. Ça va pas durer, puisqu'en fait, ils n'ont pas réglé la question de la désignation, du mode de désignation de leur candidat. Il se trouve que leurs meilleures chances sont en dehors du parti. Elle s'appelle Xavier Bertrand. Ça va être très dur de le débrancher quand on entend son discours ce soir. Leur deuxième meilleure chance, c'est Valérie Pécresse, qui n'est plus dans le parti, mais qui, elle, veut bien d'une primaire. Et leur troisième chance sur le papier, c'est Laurent Wauquiez. Je ne suis pas sûr que Laurent Wauquiez ait forcément envie de tenter sa chance pour 2022. Il peut attendre 2027. Peut-être que ce sera préférable pour lui. En tous les cas, pour lui, c'est une renaissance. Mais le gros problème de Xavier Bertrand, qui est la meilleure chance des Républicains, c'est qu'il n'a pas non plus totalement tué le match, entre guillemets, à l'intérieur de cette droite. On voit bien que pour l'instant, alors on va attendre les prochains sondages sur la présidentielle. Est-ce qu'il va bénéficier d'un élan? Est-ce que cette victoire va lui offrir un élan et que du coup il va se rapprocher d'une qualification pour le second tour? Pour l'instant, on ne le mesure pas encore, donc il faudra attendre quelques jours. Mais voilà, une bonne soirée ce soir pour les Républicains, beaucoup de maux de tête dans les semaines qui viennent. Il est 20h15, si vous êtes à l'écoute d'Europe 1. Valérande Saint-Just pour le Rassemblement National. C'est une mauvaise soirée. La soirée n'est pas bonne. Nous n'aurons aucun mot de tête, puisque les sondages sont toujours bons et nous avons une leader. Faites attention quand même. Nous avons parfaitement confiance. Alors, notre leader, la semaine dernière, a parlé quand même aux électeurs de manière très acrimonieuse, et ça n'a pas porté ses fruits pour le second tour. On viendra sur cette stratégie, Valérande Saint-Just, justement, d'invectiver les électeurs pour les forcer à sortir de chez eux, à aller voter. Manifestement, ça n'a pas pris. Et vous n'avez pas réussi à conquérir. Ah bon? Lequel auriez-vous employé? Elle leur a parlé franchement. Avec un fouet, quasiment. Oui, voilà. Oui. On se retrouve dans un instant. La seule force d'alternance, c'est la droite, désormais. Voilà ce que dit Christian Jacob. Et je vous rappelle les deux principaux résultats de cette soirée, ce qu'on attendait un peu particulièrement. La réélection de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France à plus de 54% des voix, et celle de Renaud Muselier, 57% des voix contre son adversaire Thierry Mariani en Provence-Alpes-Côte d'Azur. 100% des présidents sortants sont réélus. Et nous allons retrouver d'ailleurs en Bourgogne-Franche-Comté Mélina Fachin auprès de Marie-Guite Dufay, présidente sortante socialiste. Bonsoir Mélina. Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Et la région reste aux mains de la présidente sortante socialiste Marie-Guite Dufay. Selon les résultats partiels, elle a une large avance avec plus de 40% des voix. On rappelle qu'elle a fusionné avec la liste Europe Écologie Les Verts. Derrière elle, Julien Oudoul du Rassemblement National et Gilles Platret des Républicains sont au coude à coude, autour de 24-25%. Et le candidat de la République En Marche, Denis Thuriot, obtiendrait environ 9% des voix. Merci Mélina. Maude Bréjon est avec nous pour La République En Marche. Nous parlions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La bataille dans les Hauts-de-France, nous l'avons éclairée également. Est-ce à dire qu'il faut sortir du match de manière plus nationale, de ce match annoncé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Alors certes, Valérande Saint-Just, vous dites que en deuxième position, en général, on trouve le candidat RN. Hein, oui. Mais est-ce pour autant une nécessité d'en faire une polarisation pour 2022? Ce sont les électeurs qui ont l'air de l'installer à l'heure actuelle à travers les sondages. Messieurs, faites des efforts. Madame Pécresse, Monsieur Bertrand, allez-y. Ça a l'air très difficile. Je ne me résous pas à avoir nécessairement un duel de qui que ce soit d'ailleurs face à Marine Le Pen au second tour. J'estime que sa place est loin d'être acquise. Et d'ailleurs, les sondages qu'on a fait ces derniers temps se sont parfois révélés bien erronés. Je ne vais pas m'immiscer dans la guéguerre qui s'annonce chez les Républicains entre Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand. Ah oui, c'est pas ma question d'ailleurs. Le président de la République et le gouvernement, où il reste aujourd'hui 1 an de travail à la fin du mandat, 1 an de travail pour le pays, pour l'emploi, pour la relance, pour la santé des Français. Et c'est ce qu'attendent justement les Français. Mais est-ce que Xavier Bertrand devient votre meilleur ennemi? Écoutez, pour moi, vous voulez que je vous dise, Xavier Bertrand, pour moi, c'est le François Hollande de droite en un peu moins drôle. Ah, très bien, ça c'est votre définition. Ça, c'est un peu une punchline. Mais... Oui. Laurent Wauquiez, excusez-moi, est réélu sans difficulté, il s'exprime ce soir, écoutez. C'est un moment très fort. Mais cette victoire franche, elle nous rappelle aussi une leçon essentielle en politique. On gagne toujours à rester fidèle à ce qu'on est et aux principes qu'on s'est fixés. En politique, je me suis fixé un cap clair. Je m'y suis toujours tenu et je m'y tiendrai. Et la victoire de ce soir, c'est la victoire d'un cap clair.
Ce cap clair, pour moi, c'est d'abord celui du respect de la parole donnée. Je sais trop à quel point la politique s'abîme dans cette litanie des promesses qui sont non tenues. En politique, ce qui compte, si l'on veut se reconstruire, c'est de retrouver le sens de l'action, agir, tout est là. Quand dans notre région, on a dit que l'on arrêterait le gaspillage de l'argent public, on l'a fait avec une gestion rigoureuse, sans augmentation d'impôts et sans laisser de dettes supplémentaires à nos enfants. Quand on s'est engagé à veiller sur chaque territoire, nous l'avons fait avec la même attention pour les habitants de nos petites communes que pour les métropoles, à rebours de ce qui se fait parfois depuis trop longtemps dans notre pays. Mais le respect de la parole donnée, c'est aussi la constance des convictions. Et pour moi, c'est fondamental. Laurent Wauquiez, c'est la victoire d'un cap clair, voilà ce que dit à l'instant le fraîchement réélu président de cette région Auvergne-Rhône-Alpes, Louis Dragnel. Laurent Wauquiez, pour lui, il revient de loin, de très loin même. Souvenez-vous, il était quand même patron des Républicains, il a été chassé de ce parti et donc il a plus fait parler de lui pendant des mois, terrible, pendant près d'une année. Et donc il s'est concentré à fond sur sa région, la gestion de la crise sanitaire. Et donc pour lui, c'est vrai que là, c'est un peu Monte Cristo, c'est le retour d'un revenant. Et en tout cas, je pense que c'est comme ça qu'il va essayer de se présenter aux Français dans les prochaines semaines et prochains mois. Il est 20h20, on se retrouve dans un instant. Nous irons du côté de chez Valérie Pécresse en Ile-de-France. Nous n'avons pas encore de résultats ni de tendance. Maud Descamps nous y attend. Valorant de Saint-Just, Maud Bréjon pour La République En Marche. Bruno Jeudi, Louis Dragnel sont toujours avec nous. À tout de suite. Régional 2021, votre soirée électorale sur Europe 1. Wendy Bouchard. Avec les résultats région par région que nous avons communiqués dès 20h, nous n'avons pas encore le résultat d'ailleurs, on va vous donner tous les résultats, mais celui en Ile-de-France, Maud Descamps, vous êtes auprès de Valérie Pécresse, ça s'était un peu attendu d'ailleurs, mais est-ce que vous avez des estimations, des tendances qui arrivent ? Eh bien non Wendy, il va falloir encore patienter un peu pour avoir les premiers résultats. En tout cas, je vous le disais tout à l'heure, il y a eu un léger sursaut de participation sur ce second tour, plus 1,7% par rapport à la semaine dernière. Mais cela va-t-il suffire à réélire la présidente de région sortante ? Les derniers sondages, en tout cas, l'avaient annoncé très largement gagnante devant la liste de gauche menée par l'écologiste Julien Bayou. On verra si cela se confirme. Et Valérie Pécresse, donc, qui devrait prendre la parole vers 21h30. En attendant, c'est Marine Le Pen qui s'exprime. Totale d'information. Une organisation désastreuse et erratique des scrutins par le ministère de l'Intérieur. La sortie d'un interminable confinement, un désenchantement à l'égard des élections intermédiaires. Que le civisme et la lucidité des électeurs du RN qui ont apporté leur voix à nos candidats soient loués. Ce soir, nous ne prendrons pas de région puisque des sortants à l'aide d'alliances contre nature ont tout fait pour nous empêcher de montrer aux Français notre capacité à diriger un exécutif régional. La progression très importante entre les deux tours en PACA, qui reste tout de même insuffisante pour offrir la victoire, démontre que la mobilisation est la clé des victoires à venir. Nos nombreux élus ce soir défendront partout les intérêts des habitants avec un mot d'ordre, vous protéger. Mais lorsque 2 Français sur 3 persistent à ne pas voter, en particulier les jeunes et les classes populaires, c'est évidemment un message qui doit nous interpeller, car cette désaffection civique historique constitue un signal majeur lancé à toute la classe politique et même à toute la société. Nous vivons une crise profonde de la démocratie locale qui nécessite un travail de réflexion collectif. Méthode de mobilisation, représentativité, information des électeurs, proportionnel, référendum d'initiative citoyenne, tout doit être aujourd'hui débattu pour rendre à nos compatriotes le goût de décider de leur avenir. Je suis plus que jamais déterminé à mettre toute mon énergie et ma volonté à réhabiliter la politique, à lui rendre son utilité et son efficacité au bénéfice des Français, parce que la présidentielle apparaît plus que jamais comme l'élection qui permet de changer de politique et de changer les politiques, et que les Français nous apportent leur soutien dans cette mission. Réhabiliter la politique, Valorant de Saint-Just, vaste programme que celle de votre chef Marine Le Pen, qui le dit en substance, la mobilisation est la clé des victoires à venir. Oui, je parlais moi de la France dégoûtée. Je ne sais pas si on y arrivera avec M. Macron, parce qu'on n'en parle pas beaucoup ce soir et même avant. Et l'échec
que son parti, le très grand échec que son parti subit à ces régionales. On parle d'une mauvaise soirée pour nous, pour moi, mais alors eux, il faut qu'ils aillent se cacher dans une cave. Le représentant des Républicains le dit, déception pour la majorité présidentielle. C'est plus qu'une déception. M. Darmanin et M. Dupond-Moretti, ministres en exercice de l'Intérieur et de la Justice, ont été balayés dans les Hauts-de-France et que M. Dupond-Moretti aurait dû démissionner. M. Darmanin a une raison supplémentaire de démissionner. C'est le foutoir terrifiant qui a eu lieu dans la distribution du matériel électoral à ce premier tour et à ce deuxième tour. Ce qui n'a fait à nouveau qu'aggraver l'abstention, aggraver le dégoût des Français en constatant que les services publics sous M. Macron se délitent totalement. Et donc, il est certain qu'il va falloir faire revenir les Français vers la politique. Mais comment, en rediabolisant ou en dédiabolisant le RN? On va le rendre Saint-Just. Ça, ce sont des termes, si vous voulez, qui ont du sens, je pense. Voilà, non, mais ça, c'est peut-être une utilisation de ces termes aussi qui peuvent écarter les gens. Marine Le Pen, Rassemblement National, notamment depuis qu'elle a été élue, nous avons une ligne politique. Elle est claire. Elle a été acceptée par un très très grand nombre de Français aux présidentielles de 2017, aux européennes. Elle ne fait pas de mystère et elle s'est dégagée de tout ce qui pouvait être reproché autrefois à juste titre ou de mauvaise foi au Front National, et nous n'en changerons évidemment pas d'un iota parce que c'est celle qui correspond exactement aux souffrances des Français à l'heure actuelle. Maud Bréjon et puis Arnaud Robinet, maire de Reims, qui nous rejoint. Très rapidement, sur l'abstention, alors on peut tout remettre sur le dos du ministère de l'Intérieur. Excusez-moi, je termine. Qui a eu des dysfonctionnements que le ministre de l'Intérieur a pris en main. Une chose. Maintenant, quand on regarde juste, il y a un sondage Odoxa qui est sorti cette semaine, c'est plus de 50% des abstentionnistes qui disent qu'ils ont fait le choix de ne pas aller voter. C'est-à-dire que c'est un message qui est volontairement envoyé. Et il y a 3 raisons qui sont invoquées. La première, c'est pas d'adhésion à un programme. La seconde, c'est un vote au régional qui, pour eux, ne sert à rien. Et la troisième, c'est qu'ils sont de façon générale pas intéressés dans la vie politique. Mais donc, si vous voulez, c'est bien un message qui a été envoyé. Ce silence est un message et apprendre à écouter les silences, c'est important. Et ce sont ces 50% de Français-là que cible d'ailleurs ce soir un certain nombre de candidats, Marine Le Pen, Xavier Bertrand, il y a quelques instants. Arnaud Robinet, vous êtes maire Les Républicains de Reims. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, une réaction à la réélection de Xavier Bertrand, même s'il est un peu en marge de la famille LR. Est-ce qu'il fait honneur aux valeurs de la droite républicaine, Xavier Bertrand ? Bien sûr. Moi, je tiens d'ailleurs à féliciter l'ensemble des candidats de la droite et du centre qui ont remporté cette élection. Xavier Bertrand, Jean Rotner pour le Grand Est, Laurent Wauquiez et puis bien sûr Renaud Muselier, entre autres. Donc c'est une satisfaction, mais je crois qu'il n'y a pas de victoire triomphante ce soir. Lorsque l'on voit le taux d'abstention, on doit bien sûr se réinterroger, la façon de faire la politique, comment intéresser nos concitoyens à la politique au sens noble du terme. C'est un grand chantier qui nous attend et je pense que c'est le plus important dans les jours à venir. Pour aller à la rencontre de tous les Français, il se dit prêt à y aller. Xavier Bertrand, justement. Alors, chacun va choisir son candidat pour demain, pour 2022. Oui, c'est ça le calendrier, Arnaud Robinet ? Alors le calendrier, aujourd'hui je pense qu'il est encore un peu trop tôt au soir de ce second tour de savoir quel sera le candidat ou la candidate pour la droite et le centre en 2022. Moi j'appelle chacun à prendre ses responsabilités, notamment à celles et ceux qui ont remporté des régionales ce soir et qui peuvent se sentir pousser des ailes. Ils ont les qualités, ils l'ont prouvé dans leur région, ce sont des femmes et des hommes d'État, mais il va falloir que chacun prenne ses responsabilités et qu'on n'aille pas de façon divisée, il va falloir se rassembler. Moi je fais mienne la phrase de Jean-Pierre Raffarin, qui sème la division récolte le socialisme, donc soyons unis, rassemblés, et c'est ce qu'attendent les Français. Quant à Renaud Muselier, qui a conservé cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le suspense était entier, il faut dire, jusqu'à ce soir. Arnaud Robinet, vous êtes satisfait de cette préservation ? Vous savez, moi qui ai aussi j'ai des attaches en région PACA, connaissant Renaud Muselier, connaissant également très bien mon ami Christian Estrosi, je suis très heureux ce soir pour les habitants de la région PACA. Ils ont fait démentir les pronostics et là on le voit, le rassemblement a fonctionné. Donc non, je suis vraiment très 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 heureux pour Renaud Muselier et toute son équipe. Merci Arnaud Robinet, maire Les Républicains de Reims, alors que le patron des Républicains, Christian Jacob,
Jacob le dit et le martèle, la droite est désormais la seule force d'alternance, celle qui s'impose, c'est vrai, au niveau national, dans les urnes, 38% des suffrages exprimés devant le Rassemblement national. On peut peut-être rappeler un ou deux événements pas trop anciens. Enfin, il y en a un ancien. En quelques secondes. En 99, je me souviens, le Front National avait 6,5% aux européennes. 2 ans après, Jean-Marie Le Pen était au deuxième tour. En 2015, au régional d'avant, les Républicains étaient vainqueurs, pas autant sans fanfare que maintenant. 18 mois après, ils ne sont même pas au deuxième tour. Donc, encore une fois, aucun enseignement à tirer de cet événement. Et moi, j'appelle ces Républicains à plus d'humilité dans leur fanfaronnade de ce soir. Merci Valran de Saint-Just d'avoir été avec nous ce soir, colistier de Jordan Bardella dans les Hauts-de-Seine. On attend justement dans les secondes qui viennent les résultats en Ile-de-France, qui vous concernent aussi, Maud Bréjon, parce que vous êtes aussi candidate dans cette région. Il est 20h30, les voici, les résultats. Régional 2021. Soirée spéciale sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, il est 20h30, c'est Christophe Lamar qui vous informe avec les résultats de dernière minute, celui-ci, notamment en Ile-de-France. Vous l'aviez, il vous parvient? Non, il me parvient. Tenez, je vais c'est vous tout en frais. donner lecture à l'instant. La Valérie Pécresse, la présidente sortante, obtiendrait 45,5% des voix. Elle devance la liste d'Union de la gauche de Julien Bayou qui obtient 32,5% des voix. Jordan Bardella pour le Rassemblement national réalise 11,5% des voix. Enfin, Laurent Saint-Martin pour la majorité serait à 10%. Résultat, bien évidemment, encore partiel. L'autre grande information de la soirée, c'est l'abstention qui est estimée à 66%. C'est à peine moins qu'au premier tour où elle avait atteint 66,7%. La gauche conserverait en l'état ses 5 régions. Le Rassemblement national n'obtiendrait aucune présidence. La surprise en PACA pour Renaud Muselier, largement réélu avec 57% des voix. Thierry Mariani pour le Rassemblement national recueille 43% des suffrages. Les sondages donnaient pourtant les deux candidats au coude à coude. Paris réussi pour Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France qui arrive en tête avec 53% des voix. Sébastien Chenu pour le Rassemblement national obtient 25,6% et Karima Deli pour la gauche recueille 21,4% des suffrages. En Auvergne-Rhône-Alpes, il était lui aussi le président sortant. Il est lui aussi réélu. Laurent Wauquiez obtient 55% des voix. Il devance la liste d'Union de la gauche de Fabienne Grébert qui réalise 32,7% des voix. Le RN d'Andrea Cotarac obtient 11,4% des voix. En Occitanie, l'Union de la gauche et des écologistes de Carole Delga largement en tête avec 57,8% des voix. Elle devance le Rassemblement national de Jean-Paul Garot, 23,9%. La liste d'Union de la droite d'Aurélien Pradier obtient 18,3% des voix. Une quadrangulaire également dans le Grand Est que Jean Rotner en sort vainqueur. Le président sortant recueille 39% des voix devant le RN de Laurent Jacobelli, 27%. La liste PS Europe Écologie Les Verts d'Eliane Romani obtient 21%. La République En Marche, emmenée par la ministre déléguée Brigitte Klinker, obtient 13%. Une très mauvaise soirée pour la majorité sur le plan national, comme le reconnaît ce soir chez nos confrères de BFM Stanislas Guérini. C'est une déception pour la majorité présidentielle, a expliqué le délégué général d'En Marche. Merci Christophe Lamar. Régional 2021, votre soirée électorale sur Europe 1. Wendy Bouchard. Les résultats, les analyses, les réactions politiques. J'accueille avec nous en studio Jean-Christophe Cambadélis, ancien député de Paris, premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Nous avons également en ligne avec nous le président du groupe Rassemblement National au Parlement Européen. Bonsoir Jérôme Rivière. On va se retrouver en région PACA auprès de Frédéric Michel au QG de Thierry Mariani. Frédéric, pari raté pour le frère ennemi de Renaud Muselier. On imagine l'ambiance ? Oui, Wendy, c'est la douche froide ici. On imaginait un coude à coude, mais la défaite est nette et sans appel, même s'il va falloir attendre les résultats définitifs. Dans la salle des congrès ici à Marseille, transformée en QG de Thierry Mariani, il n'y a que des journalistes. On cherche les militants, ils se comptent sur les doigts d'une main. Les estimations donnent le président LR sortant en tête avec plus de 55% des suffrages, 42% pour le RN, mais je vous le dis, on est en train de dépouiller et ces chiffres-là vont encore bouger alors que tous les sondages pendant la campagne donnaient le Rassemblement national vainqueur, mais l'abstention a été très forte, elle frôle les 63% avec une participation à 37% en PACA. C'est mieux qu'au niveau national, mais cela reste faible. La grande mobilisation espérée par les deux candidats encore en lice et notamment le candidat RN n'a pas eu lieu. Thierry Mariani avait lancé un appel musclé aux abstentionnistes. On se rappelle aussi des propos de Marine Le Pen. Ils n'ont pas été entendus pour ces élections régionales. Pas forcément
pour les élections qui rassemblent plus. C'est ce que me disait une des seules militantes qui a accepté de parler. C'est là-dessus que je vous fais réagir, Jérôme Rivière, pour le Rassemblement national. Cette élection était un grand test tout de même pour votre parti. Alors votre chef Marine Le Pen voit demain avec la nécessité de rassembler, de remobiliser, de redonner le goût de la politique à vos électeurs et vous la suivez. C'est la seule consolation ce soir que vous pouvez avoir ? Écoutez, bien sûr, je ne vais pas vous dire que nous sommes ravis des résultats de ces élections régionales, mais l'élection régionale n'a rien à voir avec l'élection présidentielle. Souvenez-vous, en 2015, au moment des dernières élections régionales, que ce soit les Républicains ou les socialistes, ils affichaient de belles victoires électorales. Et à l'élection présidentielle qui a suivi, ni les uns ni les autres n'étaient sélectionnés pour être au second tour de l'élection présidentielle. Donc il faut surtout pas faire de lien entre la participation et les résultats des élections régionales et des élections présidentielles. Mais ça reste quand même une grande déception qu'il y ait une aussi forte abstention, près de 2 Français sur 3 qui ne sont pas allés voter. Et je crois que ça pose un problème collectif, bien sûr, aux partis politiques de façon générale, mais à Emmanuel Macron, parce que en tant que président de la République, il est garant des institutions, et là, il les rend dans un sale état. Oui, parlons de vous, Jérôme Rivière, et de votre parti. C'était quand même quitte ou double aujourd'hui avec ces élections où vous vous enracinez. Alors certes, votre parti arrive souvent en seconde position dans ces enjeux, dans ces duels triangulaires ou quadrangulaires, où il faut tout recommencer. C'est un peu quand même l'alternative aujourd'hui ? Non, il ne faut pas tout recommencer puisque on va avoir de très nombreux élus qui sont là. On a fait des scores qui sont, vous le rappeliez, plus qu'honorables et nous sommes le premier parti d'opposition, que ce soit face aux socialistes, que ce soit face aux socialistes ou face aux différentes droites dans les régions. C'est nous qui incarnons le plus souvent cette opposition. Donc ce que je vous dis, c'est que les Français ont compris que c'était l'élection présidentielle qui serait l'occasion de changer de politique au sens de la politique qui est proposée et des élus qui sont proposés. Et on n'a pas réussi à les convaincre que l'élection régionale pouvait être une élection intermédiaire suffisamment politique. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas venus voter. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se lancer dans l'explication de l'élection présidentielle parce que c'est ça que nos concitoyens attendent, c'est un changement profond et c'est seule l'élection présidentielle qui pourra le proposer et l'offrir. Jérôme Rivière, merci, président du groupe Rassemblement national au Parlement européen. Jean-Christophe Cambadélis, lorsqu'on nous regardons en suffrage exprimé et avant l'intervention de Renaud Muselier, je risque de vous couper, Jean-Christophe Cambadélis, au niveau national, la gauche, les écologistes arrivent en deuxième position après la droite. On retrouve là les forces politiques traditionnelles, si j'ose dire, 38% pour la droite, 34% pour la gauche, les écologistes, avec les présidents sortants socialistes, tous reconduits. Ça, c'est la victoire ce soir ? Oui, dans une phase de dépression démocratique, parce qu'il ne faut pas oublier le résultat de la participation. Les sortants, quel que soit leur ancrage politique, ont une prime et gagnent les élections. Il y a une grande stabilité, ils sont tous réélus. Et donc, dans les sortants, les socialistes font beaucoup mieux que ce que l'on pensait. On voit très bien que quand la gauche est portée par les socialistes, on l'emporte. Quand elle est portée par les écologistes, on ne l'emporte pas. Jean-Christophe Cambadélis, je vous redonne la parole dans un instant. Renaud Muselier s'exprime ce soir. Il l'emporte cette région avec 56% des voix. Je veux donc remercier tous les électeurs qui ont choisi de donner leur voix à ma liste, notre région d'abord. De toutes celles et de tous ceux qui sont allés voter aujourd'hui, souvent au-delà de leurs différences, de leurs appartenances politiques, philosophiques, sociales ou religieuses. Vous avez décidé de faire cause commune face au péril de l'extrême droite. Et en cela, vous avez répondu à l'appel de personnalités diverses, courageuses et engagées. Jean-Laurent Félicia, qui a fait le choix responsable de retirer sa liste pour le second tour, ainsi que Jean-Marc Governatori, qui a accepté d'unir ses forces aux nôtres dans l'entre-deux tours, sur la base d'une écologie populaire et positive. Bernard Tapie, dont le soutien a été aussi émouvant que décisif dans cette bataille. Bien sûr, mon ami le président Nicolas Sarkozy, qui m'a témoigné une nouvelle fois son amitié et sa fraternité. Je remercie Yann Arthus Bertrand, qui n'a pas hésité, Yannick Jadot, qui a eu des mots très clairs, mais aussi la totalité des députés européens
de toutes les familles politiques, hors extrême droite, qui ont appelé à voter pour l'atterrissage. La victoire collective décrite à l'instant par Renaud Muselier, entouré de ses troupes et le visage ému et heureux. Michaël Darmon et Bruno Jeudi, Laetitia Krupa sont également là pour commenter notamment cette déclaration. Renaud Muselier qui a salué ceux qui sont allés voter au-delà de leurs différences face au péril de l'extrême droite. Michaël Darmon. Reconnaissance ce soir oui, dans ce discours. Reconnaissance que le mécanisme du front républicain que l'on disait inerte, terminé, mort, eh bien, a fonctionné dans toutes ses composantes. C'est-à-dire il y a eu très rapidement un retrait de la liste de gauche et avec les écologistes. Ça a permis le face-à-face. Il y a eu effectivement un report qui manifestement a été très bon, et on voit bien que durant toute la semaine, il y a eu Renaud Muselier a bénéficié de soutien. Donc c'est en fait, je dirais, à l'ancienne qu'il gagne. Ça donne quand même aussi vraiment, ça fait de cette région dans le sud de la France, je dirais, à bien des égards, une fois de plus, ça périmètre la dynamique et ce qui peut se passer aussi l'année prochaine pour l'élection présidentielle, puisqu'évidemment, toutes les tensions qui ont existé dans le Sud vont ensuite être répercutées dans les enjeux de la présidentielle. Alors il remercie, c'est vrai, la posture de Yannick Jadot, les appels au vote de Bernard Tapie, de Nicolas Sarkozy. Est-ce que cela aura pesé dans la balance, en tout cas dans la mobilisation, Bruno Jeudi, Laetitia Krupa? Oui, parce que de toute façon, c'était un duel extrêmement serré, qui était loin d'être gagné, surtout avant le premier tour, et même si dans le deuxième, on a bien vu Renaud Muselier reprendre espoir, parce que il avait réduit l'écart avec Thierry Mariani par rapport à l'écart qu'il existait en 2015 entre Christian Estrosi et Marion Maréchal Le Pen. Il a quand même eu besoin de mobiliser tout le monde, d'abord d'obtenir le Front républicain avec le retrait de la liste de Jean-Laurent Felizza, puis évidemment recueillir les soutiens de tout le monde. Il les a cités, il a pris soin de citer tout le monde, jusqu'à Bernard Tapie, dont il a salué le soutien émouvant, Nicolas Sarkozy. Enfin voilà, il avait besoin de tout le monde, mais au fond, c'est la même histoire que celle de 2015 qui s'est réécrite, avec la difficulté d'une gauche qui était un petit peu plus basse, d'un RN qui était moins haut mais qui était aux aguets, avec un candidat qui pouvait peut-être l'emporter plus sur le papier, et finalement Renaud Muselier. Pour le coup, c'est une vraie victoire personnelle pour Renaud Muselier, qui aura vraiment beaucoup de difficultés d'abord à rassembler son camp. Ça laissera des traces dans la droite du Sud. Oui, alors c'était bon de parler, Michaël Darmon, de ce front républicain, de ces différentes alliances aussi. Jean-Christophe Cambadélis, pour le Parti Socialiste, je vais vous interroger quand même, parce qu'il y aura forcément une réflexion sur la stratégie à adopter. Il y a eu des alliances de la gauche en Ile-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes, pas en Nouvelle-Aquitaine, pas en Bretagne. Carole Delga, en Occitanie, socialiste, a aussi refusé de s'allier avec Europe Écologie Les Verts, avec la France Insoumise. Comment on va sortir de ce qui peut paraître pour les électeurs une confusion? Comment on va s'en sortir au cas par cas pour l'avenir? En tirant les leçons, comme vous venez de dire, à savoir que là où les socialistes sont sortants et qu'ils incarnent la gauche, ils sont en capacité de choisir l'axe de leur campagne et ils sont en capacité de l'emporter. Là où ils s'effacent devant les écologistes, dans les Hauts-de-France, en PACA, ou là où les électeurs les effacent derrière les écologistes, c'est-à-dire en Ile-de-France, en Rhône-Alpes, Auvergne ou dans les Pays de Loire, eh bien les écologistes ne gagnent pas. Donc ce soir, dans la victoire, il faut tirer cette leçon. Qui fait gagner la gauche? Ceux qui font gagner la gauche, ce sont les socialistes. Ce n'est pas la radicalité écologiste et encore moins la radicalité mélenchoniste. Donc ça va être très clair pour 2022. Ce sera moi, un je crois candidat que du ceci PS. annonce, que ce résultat annonce non pas l'effacement du Parti socialiste, qui doit se renouveler, se reformuler, etc., derrière les écologistes, comme le pensaient certains, mais c'est le retour du Parti socialiste au centre du jeu de la gauche. Même si on a, alors en effet, des alliances qui ont pu prendre un peu, Laetitia Krupa, c'était quasiment des additions. Julien Bayou, Audrey Pulvar, Clémentine Autain, en Ile-de-France, c'est 32%, ils faisaient 10% chacun. Bon, voilà, on a additionné les trois. Mais ça va pas plus loin que ce soir. Alors, ils seront dans l'opposition, Laetitia Krupa, mais le message envoyé aux électeurs n'est pas très clair. Il me semble, monsieur, que vous êtes un peu hâtif quand même dans votre jugement. Votre jugement, finalement, les conclusions sont factuelles. Je vois bien, je suis votre cheminement et je le comprends. Maintenant, avec cette abstention aussi massive,
Et ces résultats, et me semble un peu trop tôt de tirer cette conclusion. Et puis je vais vous opposer un argument, puisque nous parlons évidemment tous de 2022, de la présidentielle. Qui pour incarner le Parti socialiste? Et êtes-vous sûr que les autres forces de gauche seront d'accord pour se mettre au pas derrière cette candidature, s'il s'agit par exemple d'Anne Hidalgo? Ce sera la réponse juste après Valérie Pécresse. Pardonnez-moi, Jean-Christophe Cambadélis, réélu président de la région Île-de-France. Il est 20h44. Alors on va écouter justement. Elle est élue à 45% des voix. Elle s'exprime à Paris. Les Franciliennes et les Franciliens ont décidé de me renouveler leur confiance comme présidente de notre région et je les en remercie du fond du cœur. Mais je pense ce soir à tous les Franciliens qui se sont abstenus. Je pense aussi à tous ceux qui n'ont pas voté pour moi et je salue mes adversaires dans cette campagne. À tous, je veux dire ce soir que je continuerai à diriger la région comme je l'ai fait depuis 6 ans, en affirmant mes convictions, bien sûr, mais aussi en restant à l'écoute de toutes les opinions et sans aucun sectarisme. J'ai été et je serai la présidente de tous les Franciliens. Alors cette victoire ce soir, elle est belle. Elle est belle car elle est l'aboutissement de nombreuses années d'engagement, de rencontres, mais aussi de travail et de résultats. Nous avons fait de la sécurité et de la laïcité, de la qualité de vie et de la solidarité les valeurs cardinales de nos actions concrètes. Je crois plus que tout à la politique, par la preuve. Cette victoire, elle est belle, car dans notre région capitale de 12 millions d'habitants, dynamique, jeune, créative, mais aussi éruptive et fracturée, nous avons relevé le défi de la crédibilité et du rassemblement par-delà les clivages. Et les clivages, il y en a en Île-de-France, entre Paris et la banlieue, entre les quartiers populaires et les centres-villes, entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Cette victoire, elle est belle. Voilà ce que dit Valérie Pécresse, réélue à 45% des voix devant la liste de Julien Bayou, Europe Écologie Les Verts, PS, LFI, d'Audrey Pulvar et de Clémentine Autain, dont il dit, avec Yannick Jadot, que ce bloc écolo et de gauche sort renforcé des élections. Un petit mot, Michael Darmon et Jean-Christophe Cambadélis, vous répondez, s'il vous plaît, à Laetitia Crepin. Oui, deux choses. On a tous remarqué, donc je vais le dire, mais on a évidemment remarqué la veste blanche qui rappelle celle de Ségolène Royal lorsqu'elle avait été élue à la tête de la région et qu'elle commençait. Le diable est dans les détails. Est-ce que c'est une référence à être dans l'essor de sa campagne ensuite présidentielle. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est donc la troisième présidente de droite qui s'exprime ce soir. On a entendu Bertrand, Wauquiez et Pécresse, et sa tonalité est différente. Elle dit « Je continuerai à donc exercer la présidence de la région. Je serai président de la région. » Alors que du côté de chez Wauquiez, on a entendu la Nouvelle Espérance et que Bertrand a tout de suite annoncé qu'il se sentait prêt à aller à la rencontre des Français. Donc il passe déjà le cap supplémentaire. Donc ça préfigure les discussions et très certainement les tensions auxquelles il faut s'attendre dans les prochains jours pour donc savoir qui va être la candidate ou le candidat à droite. Alors Jean-Christophe Cambadélis, ne vous exprimez peut-être pas sur la droite, sauf si vous le souhaitez. Allez-y, je vous en prie. Mais répondez aussi à Laetitia Crepin. Les primaires, Jean-Christophe Cambadélis. Les primaires ont commencé à droite et chacun a choisi son créneau. Elle, c'est le respect du mandat de l'ensemble de la population qui a voté pour elle. Elle ne saute pas une étape. Voilà ce que dit Pécresse, en l'occurrence. Xavier Bertrand dit « J'y vais, je vous rencontre parce que vous m'avez plébiscité ». C'est clair dans l'autre sens. Et Wauquiez, c'est le grand retour de celui qui a terrassé l'ensemble de la gauche et des autres forces politiques et qui se présente. Donc ça veut dire qu'ils ont potentiellement un candidat, qui est Xavier Bertrand, mais que le débat va être tel que je ne vois pas comment il va sortir de cette situation, ce candidat Xavier Bertrand. Et vous alors. Et nous, voilà. Pour nous, c'est assez simple. Personne ne veut se mettre derrière l'autre, pour l'instant. Aucun des candidats de gauche veut se mettre derrière l'autre candidat de gauche. Bon, ils ont fait des réunions entre eux et ils n'ont jamais réussi à trouver une candidature commune. Donc, mettons la présidentielle de côté. À ce moment-là, les socialistes y vont, les écologistes y vont, Jean-Luc Mélenchon va, le Parti communiste dedans. On sera éliminé, évidemment, au premier tour de l'élection présidentielle, mais travaillons à une alliance électorale pour les élections législatives. Bon, je ne vois pas comment... aujourd'hui, si on ne prend pas en compte le fait que les socialistes sont capables de porter l'ensemble de la gauche et que les écologistes ne sont pas capables de le faire, donc si on n'inverse pas
le processus qui était en cours, je ne vois pas comment on peut arriver à une candidature commune. Et si on veut y arriver, il faut mettre en avant une candidature des socialistes qui enclenche une dynamique et qui peut contraindre, à un moment donné, X ou Y, à se rallier à cette candidature. Il faut arrêter de dire que la gauche sera unie au mois d'octobre, au mois de novembre. Il faut dire nous travaillons sur une plateforme commune pour les élections législatives. Ça, c'est toujours possible. C'est même nécessaire parce que s'il y a 5 candidats par circonscription, il n'y en aura aucun au Parlement. Donc, je crois que tout le monde, à un moment donné, mettra de l'eau dans son vin. Mais par ailleurs, acceptons la compétition. Et une gauche, je dirais, responsable, doit pouvoir défendre un candidat. Et je suis persuadé qu'elle fera un score là, vous jouez le jeu de la droite, monsieur, parce que alors, avec votre discours, motiver les troupes, là, je pense qu'à 20h49, dimanche 27 juin, tous les électeurs de gauche se disent, bon, bah, c'est plié pour l'élection présidentielle. Enfin, c'est quand même... c'est le principe de réalité. Je ne vais pas leur faire croire qu'il y aura une alliance derrière Jadot, ou derrière Piolle, ou derrière Rousseau. Il y croit, Yannick Jadot. Il dit le bloc écolo et de gauche sont renforcés de ces élections. Bah oui, ça l'arrange. Évidemment, parce que les socialistes ont gagné, ils sont renforcés, mais pas les écologistes. Donc, c'est vrai que les 5 présidents socialistes sur le papier l'ont emporté. Alors il faudra voir l'affaire bretonne parce qu'il n'aura pas les 33%, donc il va y avoir sans doute. Voilà. Je pense que si on est factuel, la seule personnalité qui sort renforcée de cette élection à gauche, c'est Carole Delga, qui réalise un score absolument incroyable que personne ne pouvait imaginer. Donc, succès pour elle, succès personnel, et c'est une personnalité qui va sans doute compter. Et les socialistes devraient 58%. Les socialistes devraient l'écouter un peu plus. C'est quand même une élection... très très élevée c'est la mieux élue. À faire pâlir les sortants de droite dont nous parlons beaucoup depuis le début. Et ma question, ne s'allie pas avec les écologistes. Et elle a choisi une stratégie intéressante qui est la stratégie inverse de celle qui a été réalisée en Ile-de-France, où on voit bien que l'addition des 3 listes, ça ne crée pas de dynamique, et à 1 point ou 2 près, ils font même pas le score espéré du premier tour. Donc on voit que là, un choix clair qui est annoncé aux électeurs, ça fonctionne. Ma question est simple, Jean-Christophe Cambadélis, vous écartez, au fond, vous ne pensez impossible le pari de la présidentielle pour les socialistes, y compris avec Anne Hidalgo ? Et moi, je pense qu'il faut arrêter de spéculer, il faut y aller. Il faut arrêter de dire oui, demain, on verra ce qui se passera, etc. Et puis, ils vont tous se réunir derrière nous. Non. Il faut maintenant poser un acte pour la prochaine présidentielle. Je l'ai dit depuis des mois. Soit on se met tous derrière une candidate ou un candidat, en l'occurrence là, Anne Hidalgo. Si ce n'est pas le cas, il y a une primaire, et j'ai même indiqué que s'il y avait une primaire, j'en serais. Donc, pour moi, les choses sont claires. Et je distingue cela, c'est-à-dire de la sélection de notre Biden, de l'alliance nécessaire aux élections législatives. Et à mon avis, si on fait les deux, on peut créer une dynamique à gauche qui nous permettra de nous réunir. Jean-Christophe Cambadélis, merci. En réponse à Mickaël Darmon, Bruno Jeudi, Laetitia Crupin, on fait une petite pause et nous parlons d'un autre président sortant très bien réélu, le deuxième mieux réélu après Carole Delga, c'est Laurent Wauquiez. On se retrouve avec Jean-Luc Bougeon en Auvergne-Rhône-Alpes. Pas tout de suite. Régional 2021, votre soirée électorale sur Europe 1. Wendy Bouchard. Avant le rappel de tous les résultats à 21h aux côtés de Christophe Lamarre, je vous dis simplement que 100% des présidents sortants ont été réélus. C'est peut-être assez clair pour votre région. Dans les Hauts-de-France, c'est Xavier Bertrand qui s'impose avec 54% des voix. Et Renaud Muselier garde sa région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Encore quelques instants avec nos grandes voix. Et en direction de l'Auvergne-Rhône-Alpes, nous retrouvons Jean-Luc Bougeon. C'est vrai que Laurent Wauquiez peut se satisfaire d'une chose, c'est qu'il est le deuxième président de région le mieux élu ce soir, président sortant en l'espèce, Jean-Luc. Oui, effectivement, puisqu'il a été réélu avec 55% des voix. C'est un très beau score. Ça veut dire qu'il a gagné 12 points entre les deux tours, ce qui est beaucoup. C'est notamment plus que les 10 points du candidat LREM qui n'avait pas pu se maintenir. Donc il a fait sans doute le plein de ces voix-là. Et puis face à lui, on a l'Union de la gauche qui réalise un score assez faible de 33%, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de dynamique pour l'union de l'écologiste Fabienne Grébert et de la socialiste Najat Vallaud-Belkacem. Union qui s'est faite entre les deux tours, qui s'est bricolée entre les deux tours, puisque
puisque les deux femmes avaient refusé de le faire avant le premier tour. Et donc c'est un échec à la fois pour les Verts, qui détiennent quand même des grandes villes dans la région. On pense évidemment à Grenoble, on pense surtout à Lyon, gagné haut la main il y a seulement un an, donc échec pour les Verts. Et puis aussi échec personnel cuisant pour Najat Vallaud-Belkacem, l'ancienne ministre de François Hollande. Un petit mot sur le RN qui obtient 11% des voix ce soir, moins que dimanche dernier, ce qui veut donc dire aussi que Laurent Wauquiez est allé chasser sur les terres du Rassemblement national. Il lui a pris des voix entre les deux tours, ce dont il s'est d'ailleurs félicité dans son discours prononcé il y a quelques minutes, où il a confirmé en fait sa ligne très à droite. Il a parlé de localisme, il a parlé de non à l'assistanat, des thèmes classiques pour lui, mais en tout cas il les a bien confirmés. En tout cas, cette victoire éclatante va lui permettre aussi de peser au niveau national dans la campagne présidentielle qui s'annonce, et avec évidemment cette ligne très à droite. Merci Jean-Luc Boujon, Mickaël Darmon. Alors c'était une élection plus confortable que celle de Laurent Wauquiez, si l'on compare évidemment à Xavier Bertrand, à Valérie Pécresse ou à Renaud Muselier, mais il marque un point, très clair. Oui, absolument. De ce point de vue-là, c'est très net qu'il est dans cette logique et qu'il bénéficie des dynamiques qui se sont lancées entre les deux tours. Moi, ce qui me frappe quand même ce soir, c'est qu'on n'évoque pas du tout, d'ailleurs, c'est très intéressant, La République en marche, ce qui est en soi une information, étant donné la place, mais surtout, n'oublions pas quand même que ça reste quand même le mouvement présidentiel, et qu'au-dessus de la République en marche, il y a Emmanuel Macron. Ce soir, on voit bien que le macronisme, au fond, bien sûr, résume à une personne, c'est Emmanuel Macron, qui maintenant va devoir porter ce défi lui-même, puisque ça va être maintenant la prochaine campagne. Elle est une campagne personnelle, c'est la campagne présidentielle. Et la question, c'est comment rebondir après ce scrutin ? Comment repartir et comment se préparer pour ensuite se représenter devant les Français ? C'est ce qui va forcément agiter l'exécutif ces prochains jours. Absolument, c'est l'un des enseignements sur lesquels nous reviendrons d'ailleurs jusqu'à 22h sur Europe 1. Aurélie Herbemont, vous qui êtes au siège des Républicains, alors évidemment, pour le coup, Christian Jacob l'a dit, c'est la victoire du camp de la droite ce soir, ce qui engage une belle dynamique ou des divisions qui ne se feront pas attendre, Aurélie, c'est bien le problème. Alors peut-être les deux, mon général, j'ai envie de vous dire, même si évidemment donc la droite réalise une très belle performance ce soir avec tous ces sortants qui sont réélus, même s'il y a quand même un petit bémol, c'est qu'il y a une participation très très faible, donc tirer des plans sur la comète, c'est un peu compliqué. Il n'empêche, ce soir, la droite a le sourire, c'est pas tous les soirs d'élection que la droite a le sourire. Pour avoir suivi pas mal de soirées électorales à droite, je peux vous le dire. Mais il risque d'y avoir un petit peu embouteillage de candidats potentiels. Xavier Bertrand, alors qui n'est plus LR, mais qui est soutenu par une partie des élus Les Républicains, il est déjà lancé depuis plusieurs mois et ce soir il l'a redit. Cette victoire lui donne la force pour aller à la rencontre des Français. Et puis on a vu deux attitudes différentes du côté de Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse. Laurent Wauquiez qui ce soir n'a pas boudé son plaisir parce qu'à un moment, je ne sais pas si vous avez remarqué dans son discours, il parle de ces soirs, il faut se remettre en question. Alors c'est une référence évidente à la soirée de débâcle des élections européennes 2019. Laurent Wauquiez avait dû quitter la tête du parti après le score piteux, on peut le dire, de LR qui avait fait 8,48%. Ce soir, Laurent Wauquiez s'estime réhabilité avec un score très élevé dans sa région. Ça peut lui donner des fourmis dans les jambes pour la présidentielle. Alors demain, en tout cas, moi, ses proches me disent non, demain, c'est agenda purement régional. On ne passe pas d'une élection à une autre, mais c'est dans un coin de sa tête. Il a fini son discours d'ailleurs en disant que il fallait parler. Les Français attendaient ça, le chemin du bon sens, de la reconstruction pour notre pays, en vantant sa propre action en Auvergne-Rhône-Alpes. Et seul un cap clair ouvrira une nouvelle espérance. Donc Laurent Wauquiez se dit que peut-être il peut être une nouvelle espérance. Et puis on a eu Valérie Pécresse ce soir qui a dit qu'elle allait présider sa région, mais quand même à un moment, elle a dit qu'aujourd'hui était née une équipe de France de la droite et du centre dans les régions et j'y prendrai toute ma part. Ça aussi, ça peut être lourd de sous-entendu pour la suite. Donc maintenant, la droite finalement a un embouteillage de candidats. Ils espéraient une espèce de sélection naturelle peut-être avec les régionales. Si certains perdaient, ce ne sera pas le cas et c'est là que les ennuis peuvent commencer. Merci Aurélie Herbemont. Sébastien Chenu, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Vous qui êtes porte-parole du RN mais qui étiez surtout le candidat du Rassemblement national dans les Hauts-de-France. Qu'est-ce qui est mort, qu'est-ce qui est né ce soir avec vos 26% face à Xavier Bertrand qui remporte donc et qui conserve sa région, Sébastien Chenu?
Écoutez, je ne sais pas ce qui est mort est né, mais ce que je sais qui est abîmé ce soir, c'est la démocratie. Et en tous les cas, avec une abstention aussi forte, personne ne peut aujourd'hui fanfaronner. Pour être très honnête, nous avons manqué ce rendez-vous électoral, c'est une évidence, il faut le reconnaître avec humilité, mais je crois que personne ne peut bomber le torse en regardant les chiffres de l'abstention. Il n'y a pas de quoi être très fier, et il n'y a surtout pas de quoi se détourner de la région. Nous, les élus du Rassemblement national, la liste que je mène, nous allons évidemment siéger et travailler pour notre région. Vous savez, elle en a bien besoin. Quand je vois que Xavier Bertrand est déjà parti, ce soir, il nous dit qu'à peine élu, il est déjà parti. Eh bien, je dis que les Français, les habitants des Hauts-de-France pourront compter sur les élus du Rassemblement national. Vous n'avez pas gagné de région, c'était quand même votre défi ce soir. Alors tout repart pour l'objectif 2022, c'est ça, ce qui va vous fédérer, Sébastien Chenu? D'abord, vous avez raison, tous les sortants ont été réélus ce soir en France, quelle que soit leur étiquette politique. Oui. Donc il y a une énorme prime aux sortants. Je pense que ça ressemble un peu aux élections municipales. Énorme abstention, énorme prime aux sortants. Et puis évidemment, le vrai rendez-vous, c'est 2022, parce que c'est le rendez-vous qui permet et qui peut permettre de changer la vie des gens. Je pense que beaucoup d'électeurs du Rassemblement national se sont dit que les élections régionales ne pouvaient pas changer fondamentalement leur vie. Ils ont d'ailleurs en partie raison, parce que sur l'emploi, la sécurité, l'immigration, les grands problèmes de santé, c'est pas la région qui peut changer la vie, c'est l'élection présidentielle. Donc par conséquent, rendez-vous en 2022, où là, vous aurez effectivement un rendez-vous qui pourra changer la vie des gens si Marine Le Pen gagne ce rendez-vous et cette élection. Sébastien Chenu, vous étiez avec nous ce soir à 21h sur Europe 1. Merci. Merci de votre écoute et de votre fidélité au cœur de cette soirée électorale jusqu'à 22h sur Europe 1. Régional 2021. Soirée spéciale sur Europe 1. Avec Christophe Lamar, nous faisons le tour complet des résultats. Ils sont quasiment définitifs à cette heure-ci, 21h. Bonsoir, rebonsoir Christophe. Rebonsoir, et la première information de la soirée, c'est l'abstention qui est estimée à 66%. C'est à peine moins qu'au premier tour où elle avait atteint 66,7% des voix. La surprise en PACA pour Renaud Muselier, largement réélu avec 57% des voix. Thierry Mariani pour le Rassemblement national recueille 43% des suffrages. La logique d'unité a gagné, se félicite ce soir Renaud Muselier. Pari réussi pour Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France qui arrive en tête avec 53% des voix. Sébastien Chenu pour le Rassemblement national obtiendrait 25,6%. Et Karima Deli pour la gauche recueille 21,4%. Un Xavier Bertrand qui estime sa stratégie validée par le résultat et regarde déjà au-delà des régionales. Du fond du cœur, je veux vous dire merci. Merci vraiment. L'histoire retiendra que par 2 fois, ici, sur la terre des Hauts-de-France, fidèle à une certaine idée de la France, le Front National a été arrêté. Et nous l'avons fait fortement reculer. Plus que jamais, je crois qu'il n'y a pas de fatalité, que la politique n'est pas morte, qu'elle peut rendre la vie meilleure. Les Hauts-de-France m'ont fait l'honneur de m'accorder à nouveau leur confiance. Ce résultat me donne la force d'aller à la rencontre de tous les Français. Xavier Bertrand, président sortant, est donc réélu à la tête des Hauts-de-France. En Île-de-France, elle avait lié son maintien dans la vie politique à sa réélection. Valérie Pécresse conserve la présidence avec 45,5% des voix. La liste d'union de la gauche menée par l'écologiste Julien Bayou arrive deuxième avec 32,5% des voix. Jordan Bardella est troisième avec 11,5%. La liste de la majorité présidentielle emmenée par Laurent Saint-Martin n'obtient que 10,5%. En Bretagne, avec près de 30% des voix, le socialiste Loïc Chéneg-Girard devance la candidate LR Isabelle Le Callennec, 22%. L'écologiste Claire Desmarre-Poirier obtient 19,8% des voix. Aux victoires de la gauche également en Nouvelle-Aquitaine qui conserve la région, Alain Rousset obtient 39,3%. Il devance Edwige Diaz du Rassemblement national. L'écologiste Nicolas Thierry obtient 14% des voix, tout comme Nicolas Florian pour les Républicains. La liste d'union du centre de Geneviève Darrieussecq rassemble 13% des voix. Dans les Pays de Loire, Christelle Morancet maintient la région à droite. Elle recueille 46,3% des voix devant la liste d'union de la gauche de Mathieu Orphelin qui obtient 34,6% des suffrages. Le RN d'Hervé Juvin obtient un peu plus de 10% des voix. François de Rugy pour la REM n'obtient que 8,3% des voix. L'échec du Rassemblement national qui n'obtient aucune région n'entame pas la détermination de Marine Le Pen. La présidente du mouvement donne rendez-vous aux Français dès demain, dit-elle, pour construire tous ensemble l'alternance dont la France a besoin. Merci Christophe Lamar. Régional 2021, votre soirée électorale sur Europe 1. Wendy Bouchard. Avec nos invités politiques à 21h03, Eva Sass, porte-parole
porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir madame. Bonsoir. Olivier Marleix, vice-président des Républicains avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. François Patria, sénateur de La République En Marche de Côte d'Or. Bonsoir, monsieur. Et François Calfon, conseiller régional sortant en Île-de-France, réélu donc à voir, on va voir à la fin. Ça s'affine encore. Membre du bureau national du Parti socialiste. François Patria, Michaël Darmon, il y a quelques instants, disait finalement, il y a un parti qui passe aujourd'hui sous les radars, c'est le vôtre, La République En Marche, avec le MoDem, 7% des suffrages exprimés au niveau national. Et il ajoutait, au fond, la Macronie aujourd'hui se résume à Emmanuel Macron. Quelle réponse lui apportez-vous, François Patria, vous qui êtes sénateur pour cette majorité? Je vous remercie de votre jugement lapidaire. D'abord, ce n'est pas le mien, je relais. Très bien, mais que vous êtes fiers de nous annoncer, très bien, j'entends bien. Pour nous, c'est évidemment un échec ce soir. Et c'est une déception. Pour autant, peut-il y avoir ce soir du triomphalisme? Vous savez, moi je ne suis pas de ceux qui disent qu'on a gagné le soir des élections même quand on a perdu. C'est pas vrai. Ce soir, nous n'avons pas fait le score que nous attendions. C'est clair, c'est clair. Parce que plusieurs facteurs ont déjà été rappelés. La prime au sortant pour le premier tour. D'ailleurs, la prime au sortant, ça m'arrange bien pour l'année prochaine, puisque je pense que la prime au sortant, elle servira l'année prochaine, effectivement, au chef de l'État, et que je ne doute pas qu'il puisse être élu l'année prochaine. Ensuite, en deuxième lieu, le vote utile. Ensuite, l'erreur totalement des sondages. On nous préparait encore hier matin à la presse 50-50, souvenez-vous, Mariani Muselier, aujourd'hui à 50-53. Troisièmement, on nous avait dit que la stratégie de La République En Marche d'aller soutenir des candidats menacés était une menace réelle. On voit bien que le fait que nous soyons été soutenir Renaud Muselier, le fait gagner contre un Front National qui était donné gagnant à l'époque. Ensuite, autre nouvelle, la Macronie en dessous des radars. Ben, rappelez-vous, sous les 2 quinquennats précédents, j'ai en face de moi des responsables importants, que je respecte par ailleurs, le Front National montait. On nous a dit, le Front National monte toujours. Depuis 2 mois, on nous dit, le Front National monte. Or, ce soir, le Front National recule. Ça veut dire que sous ce quinquennat, ça peut être, attendez, on peut toujours dire que c'est... Certains diront que c'est grâce à eux, dans telle ou telle région. C'est globalement en France, partout, parce que je pense qu'avec Emmanuel Macron, avec le chef de l'État aujourd'hui, le Front National recule. Il en a fait son ennemi principal. Il l'a désigné comme tel, l'a nommé comme tel, et aujourd'hui, il recule ce soir. Donc le fait qu'il n'y ait aucune région gagnée ce soir par le Rassemblement National ça, c'est votre victoire. me satisfait. C'est une victoire pour nous. Très bien. Le Rassemblement National fait en moyenne moins qu'en 2015, il est vrai, mais reste le deuxième parti dans la plupart de ces régions. Alors, vous pouvez réagir immédiatement, Olivier Marleix, à ces propos de François Patria, d'abord sur cette victoire peut-être collective face au Rassemblement National. Non, d'abord, je voudrais revenir sur l'abstention, effectivement, qu'on ne peut pas évacuer d'un trait de plume. Pour moi, cette abstention, elle a 3 explications. La première, c'est l'inacceptable organisation des élections par le ministère de l'Intérieur. C'est quand même la première fois sous la Ve République que le gouvernement n'est pas foutu d'envoyer à chaque électeur les papiers de la propagande officielle pour voter, les bulletins de vote à l'avance. C'est absolument honteux. Ce quinquennat est un grand désordre. On l'a vu sur les vaccins, on l'a vu sur les masques. On le voit aujourd'hui dans les élections. C'est assez grave dans une démocratie. Deuxième sujet, effectivement, il y a une question de dépit, qui pour moi est un dépit un peu institutionnel aussi. C'est-à-dire que depuis 10 ans, quand les anciens amis de M. Patria étaient au pouvoir, je veux dire les socialistes, on a totalement désorganisé les collectivités locales, on a agrandi ces grandes régions, on a agrandi les cantons, etc. Plus personne ne s'y retrouve. Et puis ensuite, il faut bien qu'on note aussi l'abstention pour les municipales et pour toutes les autres élections. C'est pas forcément circonstanciel. Je crois qu'on a un vrai problème de démocratie dans ce pays. L'élection, c'est le moment de sanctionner un pouvoir. Encore faut-il savoir où est le pouvoir. Aujourd'hui, l'électeur ne comprend plus où est le pouvoir, ne comprend pas à quoi ça ressemble. Et troisièmement, cette abstention, elle est quand même relative. Il y a des électeurs qui ont disparu dans la nature, ce sont les électeurs de M. Macron. C'est une gifle monumentale pour En Marche. C'est un recul pour le Front National. Et c'est plutôt une victoire relative, quand même, il faut le reconnaître, pour la droite. Avec 38% victoire des voix, ces électeurs, au moins, ont eu le mérite d'être mobilisés. Valérie Pécresse qui dit que c'est une équipe de France de la droite et du centre qui a émergé ce soir. Oui, je partage assez volontiers ce constat avec un certain nombre de présidents de région qui magnifiquement réélus. Pas en Midi-Pyrénées. Oui, en Occitanie. Oui, nouvellement Occitanie. François Calfon. Avant les élections, je le dis après, comme je l'avais fait déjà au municipal. On nous a rebattu les oreilles sur le Front National avec des temps d'antenne qui sont scandaleux dans certaines chaînes d'infos et qui ont été pointés par le CSA. Tous les jours, c'est La République En Marche. Ça a été le barnum de M. Dupond-Moretti, de M. Castex. Voilà ce que les médias nous ont raconté. Et moi, j'avais dit, je n'étais d'ailleurs très peu sur le plateau, vous verrez au soir du 2e tour des élections régionales, la France sera bleue et rose.
et la France est bleue et rose. Et je tiens à saluer les 5 présidents de régions socialistes qui ont été réélus. À chaque fois que la gauche est dirigée par les socialistes, eh bien, nous aboutissons à une victoire. En 2004, la France était toute rose, intégralement. D'accord. Toute rose, partout. Toutes les régions. Et elle a perdu la présidentielle. Puisque que nous ne sommes pas dans l'autosatisfaction, tu m'y invites, je m'y invite moi-même, quand même, à ces élections intermédiaires, nous avons perdu des collectivités locales, tu t'en souviens peut-être, mais le bilan des socialistes, c'était pas 8%. C'était pas 8%. L'année dernière au présidentiel, 6. C'était 5 régions 6 l'année dernière au présidentiel. Aux élections municipales, à chaque fois, M. Macron, et par des subterfuges, en nous imposant des élections à des dates improbables, finalement en ayant une sorte de récit, à chaque fois, M. Macron tente d'enjamber les élections intermédiaires. La vérité, c'est que M. Macron... La vérité, c'est que M. Macron est seul. Et pour son plus grand bonheur, je suis avec lui, figurez-vous. Pour son plus grand bonheur, s'il arrive à imposer le duopole Rassemblement National, manque de bol, le Rassemblement National implose. Et on nous a encore raconté des choses après les municipales. J'en termine par un élément. Parce que on fait le constat, il faut qu'à un moment donné, les médias racontent la vérité. La vérité, c'est que dès les municipales, le Front National a perdu la moitié de ses élus municipaux. Et c'est confirmé ce soir. Donc j'espère bien, puisque nous sommes à Europe 1, et qu'il y a un débat actuellement, j'espère bien que demain, c'est pas matin, midi et soir les invités du Front National et l'ensemble de la classe politique obligée de s'organiser face à ces gens. Ce n'est jamais le cas en tout cas sur Europe 1. Non, mais je faisais allusion à une chaîne que je peux citer, dans laquelle je ne vais plus, et qui s'appelle CNews. Merci François Calfon. L'écologie est-elle la seule force en dynamique ? C'est ce que dit aujourd'hui Julien Bayou, qui était candidat pour l'Île-de-France et Vassas. Que signifie-t-il par cette formule ? Vous qui êtes porte-parole du parti. C'est un fait, effectivement. On est la seule force qui a progressé en nombre de voix depuis les dernières régionales. En nombre de voix, je dis bien. Oui. Ce qui est un peu atypique dans un paysage où il y a beaucoup d'abstention. Et puis, on va probablement doubler notre nombre de conseillers régionaux, peut-être tripler notre nombre de conseillers départementaux. Grâce au Parti socialiste ? Non. Merci pour l'Alliance en Ile-de-France, c'est Vassas. Hein. Non, pas seulement l'Alliance fait partie des choses, mais on était en dynamique au premier tour quand on était en autonome et dans beaucoup de cantons, si on parle des départementales, on est en autonome également. Donc toutes les configurations en fait ont existé dans cette élection. Et quelle que soit la configuration, en fait, elle profite aux écologistes et dans l'ensemble, nous sommes effectivement en dynamique. On constate que effectivement l'écologie s'ancre dans les territoires, après les européennes, après les municipales, on a ce nouveau socle qui se construit effectivement avec les régionales et les départementales. Donc ça, c'est positif. Oui. Après, moi non plus, je ne serai pas dans l'autosatisfaction. On a des déceptions ce soir. C'est vrai qu'en Pays de la Loire et en région Île-de-France, on est loin de la victoire. Nous avions pourtant des espoirs dans ces deux régions. C'est une déception pour les écologistes, mais j'ai envie de dire c'est plutôt une déception pour le climat surtout, parce qu'on aurait voulu mettre en place les politiques publiques nécessaires contre le dérèglement climatique. Ça ne sera pas pour cette fois, mais c'est vrai que nous construisons pour l'avenir. Oui, un mot sur ce bloc écolo de gauche dont Yannick Jadot que les écologistes dit qu'il devient une vraie force. Leur ligne sur lesquelles on peut avoir des désaccords, des accords. Oui, je rappelle que vous faites partie de la liste Île-de-France qui a fusionné avec... Eux sont pour la décroissance, nous sommes pour la croissance verte. Nous ne sommes pas pour la décroissance et je ne suis pas sûre que ce soit le lieu. Je ne t'ai pas interrompu. Tu ne m'as pas interrompu, mais tu m'as provoqué. Simplement, le point il est tout simple. Oui. Non, mais tout va bien, il n'y a pas de problème. Le point il est tout simple, c'est que je pense que les électeurs ont montré, en Occitanie, où je rappelle que Carole Degas est la présidente de région la mieux élue, proche des 60%. Devant Renaud Muselier sans les et Laurent écologistes, Wauquiez. sans la France insoumise. Eh bien, je dis qu'il est temps, puisque les électeurs ont choisi une France bleue et rose, qu'il y ait un candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle, parce que la gauche qu'ils veulent, c'est une gauche qui gouverne, c'est une gauche républicaine, c'est une gauche universaliste. Donc pas d'alliance contre nature. Olivier Marleix et François Patria là-dessus. Et ensuite, nous allons dans le sud. Je voudrais noter le décalage aussi entre ce que le match médiatique qu'on essaie de nous imposer comme étant plié d'avance pour 2022 entre Macron et Le Pen. Il y a 15 jours dans les médias, nous étions sommés, nous les Républicains, de choisir notre camp entre Macron et Le Pen. Aujourd'hui, ce sont les deux grands perdants. Les électeurs ne sont pas au rendez-vous derrière ni les listes de M. Macron, ni celles de Mme Le Pen, qui semblent une fois de plus se heurter à ce plafond de verre, mais qui semble vraiment être un plafond en triple vitrage cette fois. On le voit en PACA où l'échec est loin de la
la promesse de victoire Mais ce qui est qui terrible, était c'est faite par que les sondages. en PACA que vous citez, on nous parle de logique d'unité, cette logique gagnante, et vous nous prouvez un petit peu le contraire, par exemple, sur ce plateau-là. À raison, parce que vous avez des sensibilités différentes, mais comment on y croit à cette logique d'unité quand on constate les divergences? Alors, d'unité avec qui? Pour les Républicains, oui. Nous sommes ni alliance, évidemment, avec quiconque à notre gauche, évidemment, surtout pas avec LREM, oui, en PACA, en l'occurrence. Non, en PACA, nous avons subi une espèce d'incrustation un peu parasitaire d'En Marche qui n'était pas capable de faire une liste. Je pense que Renaud Muselier aurait fait un bien meilleur score. Renaud Muselier aurait fait un bien meilleur score au premier tour s'il s'était pas embarrassé de prendre quelques candidats En Marche sur sa liste. On l'a vu d'ailleurs pour tous les autres présidents de région. Non, les Français ont visiblement envie de changement, et c'est effectivement la responsabilité aujourd'hui des Républicains de proposer cette alternance. Ça, c'est une victoire, François Patriat, d'avoir contribué justement à effacer le Rassemblement national en région PACA en particulier. Je pense que il y a ceux qui se sont retirés au deuxième tour. On en a vu. On a vu la gauche se retirer en PACA, etc. L'a fait. Nous avions anticipé parce que nous pensions que le danger était réel. Il y avait une région où le danger était réel, c'était en PACA. Nous avons anticipé en disant, nous allons aujourd'hui dépasser, nous sommes dans le dépassement et dans le rassemblement, nous allons faire en sorte que le Rassemblement national ne gagne pas. Je suis fier que le gouvernement l'ait fait et qu'il ait répondu à l'appel de Renaud Muselier. Par contre, ce que je regrette ce soir, c'est de voir les élus républicains et socialistes retomber dans leur vieux démon. Aujourd'hui, ils ont gagné partout. Est-ce que les socialistes ont gagné une nouvelle région? Non. Est-ce que les républicains, et encore, Monsieur Bertrand n'est pas chez les républicains, et Madame Pécresse n'est pas... républicains, évidemment, comme Madame Pécresse. Madame Pécresse n'est pas chez les républicains. Elle a fait son mouvement. Mais si vous êtes un démocrate, Monsieur Patriat, lisez au moins les résultats des élections. On a un président intermédiaire. Madame Delga aussi, à gauche. Les élections intermédiaires dont parlait tout à l'heure mon ami François Calfin. Voilà, exactement. Attendez, je me souviens des élections intermédiaires. Moi, je me souviens d'avoir été élu très brillamment en 2004, près de la région Bourgogne. On avait gagné toutes les régions intermédiaires contre le pouvoir. Ça n'a pas empêché M. Sarkozy d'être élu brillamment 2 ans après. Bien sûr. Ça veut dire que les élections intermédiaires. Donc, je les déconnecte aujourd'hui. Et que vous le vouliez ou non, l'année prochaine, M. Macron sera en face de Mme Le Pen, que vous le vouliez ou non. Vous pouvez croire l'inverse. C'est aux électeurs de décider. C'est aux électeurs de décider quand même. Il nous faut tous un peu... Je dis en plus qu'il sera devant Mme Le Pen au premier tour. Il nous faut tous un peu de modestie. Puisqu'on parle de modestie, moi j'en ai ce soir. C'est vous qui faites du triomphalisme. Regardez Mme Delga. Mme Delga a gagné brillamment. Je peux saluer une amie qui a gagné brillamment. Mais combien est-ce que les socialistes ont fait en Rhône-Alpes? Combien ont fait en Rhône-Alpes? S'il vous plaît, François Patriat, merci. Apaisons le débat parce que vous voulez redonner le goût de la politique aux Français. Voilà, alors, je pense qu'il n'est pas nécessaire. Il y a un train d'élection intermédiaire. J'ai dit quelles étaient les conditions quand nous étions en responsabilité. Le train d'élection intermédiaire, oui, nous avons gagné nos régions et brillamment gagné nos régions, y compris en Bretagne. Nous avons gagné nos régions, absolument. Et nous avons au municipal, c'est assez pénible, pardon, je comprends ta nervosité, mais quand même. En général, tu occupes le micro pendant 3 heures et pas 10 minutes. Nous avons gagné, mais si tu me coupes la parole tout le temps, nous avons gagné aux élections municipales, la ville de Nancy, la ville de Montpellier, j'en passe, c'est les meilleurs. Bon, maintenant, est-ce que ça présage? Parce que c'est ça la question. François Patriat nous annonce le duel du 2e tour de la présidentielle. Moi, je n'annonce aucun duel. J'ai dit quelles étaient les conditions à mes yeux. Et évidemment, tout le monde est tendu vers cet objectif. Que les uns et les autres puissent être représentés. Et je le dis à nos amis écologistes, voilà, il y a une spécificité socialiste. Je souhaite que nous puissions converger. Après, chacun, dans son propre parti, prendra ses responsabilités. Mais la question qui est posée à toute la gauche, c'est est-ce que, face à ce regain qui existe, après on peut discuter de sa nature, est-ce qu'on va proposer un visage qui est celui de la grande division? C'est une question qui peut être posée. François Calfon, Olivier Marleix, François Patriat, Eva Sass. Dans un instant, on vous retrouve. Stéphane Frangy, vous nous guidez depuis 19h30 auprès de Renaud Muselier ce soir, qui donc conserve cette région avec près de 58% des voix. Ce sont les résultats que vous avez également, Stéphane ? Exactement, ça fluctue depuis tout à l'heure. Oui. On était à 56,5, 57, 58. En tout cas, une victoire très large, et le soulagement est d'autant plus grand pour Renaud Muselier, pour ses colistiers, pour les nombreux militants qui sont présents ce soir, très jeunes pour la plupart. Et on a senti bien sûr dans le discours tout à l'heure de Renaud Muselier en 2 temps, d'abord face aux caméras et ensuite ce discours qu'il a tenu face à ces militants qui ont beaucoup donné durant cette campagne. Il nous a dit, c'est une victoire qui nous oblige et qui nous honore. Il a pris toute cette responsabilité. Il a remercié un petit peu tout le monde, les soutiens qu'il a reçus dans l'entre-deux tours qui ont créé, selon lui, une dynamique positive. Et finalement, c'est ce qui a pu faire le détail, selon lui, le sel. Voilà. Il a notamment
citer le soutien notamment de Jean-Laurent Félizier à la liste d'Europe Écologie Les Verts qui s'est retiré pour le Front Républicain, le soutien de Cap Écologie également après un accord de programme ou encore des soutiens publics de poids comme Bernard Tapie qui s'est exprimé dans la presse, Nicolas Sarkozy, surtout et puis Yann Arthus Bertrand. Merci Stéphane Frangy. C'est une victoire collective que vous reconnaissez aussi bien à Renaud Muselier qu'à Xavier Bertrand. Alors deux personnalités ex-LR qui ont désormais peut-être un peu, ex-LR pour Renaud Muselier à avoir, mais Valérie Pécresse du moins, qui ont leur itinéraire, mais qui sont foncièrement républicains dans l'âme. Pour vous, Olivier Marleix ? Écoutez, qui font toujours partie de la famille, oui, même si effectivement on a pu regretter à un moment leur geste. Ils ont bénéficié du soutien des Républicains. Et Christian Jacob, le président des Républicains, est allé les soutenir. Donc voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. J'espère maintenant qu'on arrivera à construire ensemble le projet qu'on est aujourd'hui en responsabilité de proposer aux Français. Les Français, une fois encore, ont quand même sanctionné très, très, très largement le pouvoir en place. C'est la première fois qu'un président de la République en fonction subit un tel revers électoral. 7% des voix, 11% au premier tour. Ça vient après un 2% aux élections municipales et qu'on ne nous raconte pas que c'est parce que c'est un parti jeune. Le parti jeune, il a été capable de faire élire 370 députés mais chez vous, en 2017. Est-ce que ça fait naître une femme ou un homme providentiel ? Parce que c'est ce que peut-être attendent un petit peu les Français dans quelques semaines, dans quelques mois, dans le débat, pour 2022. Pour 2022, vous connaissez le calendrier des Républicains. Moi, d'ailleurs, je souligne quand même que la stratégie mise en place, qui était...